Bon, merci beaucoup pour ces discussions déjà bien entamées. Alors, comme vous avez vu, on est un tout petit peu en retard par rapport à notre programme. J'attends que ça se lance. Voilà, on va essayer de rattraper. Ce que je vous propose, qu'on va partir sur les 4 parties de recommandations qu'on vous a proposées sur le programme et qu'on va prendre vos questions plutôt à la fin et pas après chaque intervention. Donc moi je vais commencer par les troubles du spectre de l'autisme et ça sera suivi par les recommandations sur le TDAH avec le Dr Sébastien Weibel et le Dr Anne de Saint-Martin, puis les recommandations sur les 10 et les TDI par le Dr Anne de Saint-Martin et le Dr Claire de Sèze, et suivi par les TND de causes rares, et on en parlait hier justement par rapport à cet élargissement possible de la stratégie nationale sur notamment aussi d'autres TND, et ça sera abordé par le Dr Amélie Piton et le Dr Salima El-Cheladi. Alors, concernant les troubles du spectre de l'autisme, tout d'abord peut-être des recommandations. Comme vous le savez, ces RBPP ont été développés pour faire évoluer nos pratiques afin d'améliorer la qualité des interventions globalement et de l'accompagnement. Ces RBPP ont été créés en 2005 sous l'égide de la HAS et ils réunissent à chaque fois des professionnels de santé, des représentants d'associations de familles et de personnes concernées. Et si vous regardez ou vous cherchez les RBPP, certaines sont coécrites par l'ANESM avant 2018, qui était l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Alors, quel est l'objectif en fait des RBPP? C'est globalement, on souhaite en France homogénéiser des pratiques professionnelles dans le domaine sanitaire et social, garantir la bientraitance des personnes accompagnées, développer leur autonomie et les orienter dans la recherche de la prise en charge la plus appropriée. Et en général, les RBPP vont formuler 3 catégories d'approches: les approches recommandées, les approches qui ne sont clairement pas recommandées et celles qui sont non consensuelles. Il est très très important, quand vous regardez les recommandations de bonne pratique, de faire en même temps attention au grade de recommandation, parce que ces groupes de travail vont finalement revoir l'évidence présente dans la littérature scientifique et ils vont faire des recommandations grade A, B, C ou d'accord d'experts, et c'est très important d'en tenir compte. Donc on peut avoir des recommandations positives, mais peut-être d'un grade C. Ça veut dire alors soit avec la recherche qui se poursuit, la prochaine fois ça sera peut-être un grade B, ou on peut aussi sortir, comme le disait Étienne Pau justement, des interventions qui à un moment étaient encore recommandées à un faible niveau de preuve, ils peuvent maintenant devenir non recommandés. Alors, quels sont les RBPP qui existent pour le TSA en France? Vous avez 5 RBPP que vous trouvez facilement accessibles sur le site de la HAS. Il y a des RBPP TSA chez les enfants et l'adolescent et des RBPP TSA chez les adultes. En 2012 est sortie la recommandation sur les interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l'enfant et l'adolescent, et nous sommes en attente justement des nouvelles recommandations, je vais en parler dans un instant. Et en 2018, sur les signes d'alerte, le repérage, le diagnostic et l'évaluation chez l'enfant et l'adolescent. Je sais que vous les connaissez pour la grande majorité d'entre vous bien, même si je vais revenir sur certains aspects de ces recommandations. Et chez les adultes, on trouve en 2011 le repérage et le diagnostic de l'autisme et autres troubles envahissants du développement. En 2018, les interventions et le parcours de vie de l'adulte, et en 2018 aussi pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme ou autres troubles de envahissant du développement. Voilà. Il y a d'autres RBPP qui seraient intéressants à connaître. On ne va pas les aborder aujourd'hui, mais je pense que pour vous, c'est important peut-être de les regarder. Notamment en 2016-2017 ont été publiés avec l'ANESM les comportements, problèmes, prévention et réponse. Ça reste des recommandations extrêmement pertinentes. Il y a, en février 2020, sont sorties les recommandations concernant le repérage et orientation des enfants à risque de troubles
de neurodéveloppement au sens large, et également en 2020 l'accompagnement de la personne polyhandicapée dans sa spécificité. Au vu des comorbidités dont nous avons parlé, ça reste très pertinent pour les TSA. Et finalement, 2 recommandations qui seront détaillées par la suite. Donc l'accompagnement de la personne présentant un TDI et les troubles du neurodéveloppement, notamment sur le TDAH, et ça va être l'objet de la prochaine présentation. Alors, il faut aussi tenir compte du contexte international. Donc, depuis ces dernières recommandations, notamment chez l'enfant et l'adolescent, quelles sont des recommandations internationales sur lesquelles se base la HAS? Il y en a 6 différents. Venant des Royaume-Uni, la NICE a publié en 2017 des recommandations pour les mineurs, ce qui concerne les mineurs, donc des moins de 19 ans. Il y a une grande publication extrêmement intéressante nouvelle-zélandaise publiée par leur ministère concernant les enfants et adultes en 2022 et je vous ai chaque fois mis les références à côté. En Écosse, des recommandations de 2016 concernaient les enfants et les adultes et l'INES au Québec a publié pour les jeunes enfants des recommandations en 2021. Et puis aux États-Unis, la American Academy of Pediatrics, donc des pédiatres, une recommandation concernant les enfants avec TSA en 2020 et la HRQ, donc notamment des recommandations concernant les troubles sensoriels chez l'enfant et les traitements médicamenteux. Alors, on est tous ici pour écouter maintenant des nouvelles recommandations sur les TSA. Donc justement, comme vous avez vu, il y avait un note de cadrage qui était sorti en mai 2023, annonçant tout un calendrier de production sur ces travaux, sur les troubles du spectre de l'autisme et les interventions et les parcours de vie de l'enfant et de l'adolescent. Et normalement, comme vous voyez à droite, et quand on a planifié cette journée, nous avions de bon espoir qu'on allait pouvoir vous les présenter aujourd'hui. En revanche, ce calendrier a été retardé et finalement le groupe de cotation qui aurait dû avoir lieu en mars 2024 vient juste d'avoir lieu en mars 2025, ce qui fait que finalement, alors que les enjeux sont très importants pour vous les professionnels, pour les enfants et les adolescents et pour les représentants légaux, les parents, la fratrie et les aidants, ces recommandations, finalement, alors qu'ils sont en travaux, on n'a pas le droit de les diffuser. Tout de même, parce que c'est une grosse déception, je sais, nous avons décidé de vous parler des choses qui vont rester pareilles, finalement, par rapport aux recommandations de 2012, et aussi peut-être des petites pistes, je vais vous donner, où vous allez avoir de l'évolution par rapport aux recommandations de 2012. Je pense que je vais passer le vocab qu'on avait prévu ici pour qu'on ne perde pas plus de temps. Alors, quelles étaient les interventions thérapeutiques recommandées par les RBPP en 2012? Il y avait 4 qui étaient nommées. La TEACH, donc c'est le Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children. Donc, comme vous le savez, c'est une pédagogie structurée adaptée au fonctionnement cognitif de l'autisme, qui était censée de stimuler les fonctions déficientes. C'était l'ABA dans ses variantes, donc la Applied Behavioral Analysis, donc sur une approche d'analyse fonctionnelle et de techniques comportementales, avec notamment une augmentation de la communication et des apprentissages. C'était la thérapie d'échange et de développement, développée par les équipes de Tours, que certains d'entre vous connaissent. Et à l'époque, c'était relativement récent, le modèle de Denver, donc le Early Start Denver Model, développé par Geraldine Dawson et Sally Rogers aux États-Unis. Je vous ai dit, c'est très important de tenir compte du grade de recommandation. Si on suit donc les guidelines que je vous ai montrés tout à l'heure, finalement, les seuls qui avaient le grade B, qui est relativement correct en 2012, étaient l'ABA et le modèle de Denver. Et du coup, c'est, je pense, important de savoir sur quoi vont se baser des nouvelles recommandations. Donc, on a de la chance d'avoir effectivement dans les nouvelles recommandations, on peut se baser sur des analyses qu'on appelle en anglais umbrella analysis, c'est comme un parapluie. C'est quoi une umbrella analysis? Ce sont finalement un ensemble, une réanalyse de différentes méta-analyses sur le sujet. Et c'est le plus haut niveau de science, d'évidence scientifique qu'on peut avoir aujourd'hui. Il y a eu une récente analyse, umbrella analysis, qui a été publiée en 2022 sur les interventions précoces dans le domaine de l'autisme. C'était un groupement, le premier auteur est un collègue, Corentin Gosselin, qui est à Paris-Nanterre,
excellents chercheurs dans le domaine, et c'était une revue extrêmement conséquente. C'est beaucoup là-dessus que vont se baser les prochaines recommandations. Alors, je vous montre cette figure qui paraît assez indigeste, mais je vais vous expliquer. Vous avez la ligne du milieu, et le plus qu'on s'éloigne vers la droite de cette ligne du milieu, le plus haute est l'évidence scientifique pour un succès dans différents domaines de fonctionnement de l'enfant que vous voyez là. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir? C'est que là, vous avez une petite ligne qui dit DEV, ce sont des approches de type développementale dans le domaine de l'autisme, dont fait partie par exemple la PACT, donc c'est la Pediatric Autism Communication Therapy, c'est-à-dire on se base là sur une évaluation très précise du développement de l'enfant, et ce sont ces approches-là qui se sont démontrées les plus efficaces sur la diminution de la symptomatologie autistique au sens large. Ce que vous pouvez voir en dessous, c'est autre chose qui est important. Ce sont des interventions via les parents, et on en parlait encore hier avec toi, Étienne. Donc c'est bien pour ça que sont développés maintenant beaucoup de projets autour de la guidance parentale ou d'autres types d'approches qui passent par les parents, parce que ces interventions sont particulièrement efficaces sur la communication et le langage expressif. Là aussi, la modalité PACT va être intéressante parce qu'elle intègre justement aussi les parents. C'est pour ça que, alors que je ne peux pas parler des recommandations en soi, on n'a pas le droit, mais je peux déjà vous dire, ça ne sera pas une surprise, donc la PACT va faire partie de ces thérapies recommandées, en plus, bien sûr, de ceux qui ont été dans les dernières recommandations. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout, je vais vous faire juste une toute petite, je vous donne une idée de ce que c'est la PACT. Elle a initialement été publiée sous le nom de Preschool Autism Communication Therapy parce que les premières études portaient uniquement sur le jeune enfant. Mais maintenant, les études sont sorties qui portent sur les enfants jusqu'à l'âge de 10 ans. L'avantage de cette thérapie, Étienne Pau a beaucoup insisté sur la partie culturelle. Alors cette thérapie a eu le grand avantage qu'elle a été tout de suite conçue pour être relativement indépendante de la culture, c'est-à-dire les équipes ont publié en même temps une étude qu'ils ont conduite en Angleterre et en Inde et Pakistan, donc c'est une culture bien différente. Et ils ont pu montrer dans les publications de très haut niveau que cette thérapie était efficace dans ces deux zones mondiales et dans d'autres cultures. Et ils ont aussi, c'est là qu'on a le plus de données longitudinales extrêmement solides sur l'efficacité à long terme de ces interventions. Ça aussi, c'est une rarité dans la littérature scientifique. Alors, c'est quoi la PACT? C'est finalement une intervention qui est menée auprès des parents, où le parent est l'agent principal de l'intervention. Ça ne peut jamais être, comme vous l'avez entendu, une thérapie unique. On ne cherche pas des thérapies uniques qui pourraient résoudre tous les problèmes, mais c'est une thérapie qui peut très bien compléter d'autres interventions. Et il s'agit de réaliser une découverte guidée avec les parents, pour que le parent peut repérer justement les compétences de communication, aussi minimes soient-elles, chez leur enfant avec autisme, et comment y répondre de manière la plus synchrone, c'est le mot utilisé, possible, le plus ajusté possible. Et c'est ça, finalement, c'était le postulat initial de cette thérapie, qui va augmenter davantage la communication sociale et le langage chez l'enfant. Et effectivement, ça a été bien démontré dans une publication dans le Lancet en 2016 sur un grand groupe d'enfants jeunes, et ces enfants ont obtenu une intervention sur une année seulement, mais on les a suivis pendant 6 ans, et 6 ans plus tard, on a regardé est-ce qu'il y a encore un effet perceptible de cette intervention qui a eu lieu finalement donc 6 ans auparavant. Voilà. Et donc ce que les auteurs ont pu montrer, et ça c'est vraiment assez extraordinaire, que alors que cette intervention n'avait lieu que pendant une année, 6 ans plus tard, on remarque encore les bénéfices de cette intervention. C'est-à-dire, on arrive à mettre ces enfants sur une autre trajectoire développementale qui se maintient dans le temps. L'enfant va non seulement avoir moins de symptômes autistiques par rapport au groupe contrôle, il va avoir plus d'initiation à la communication et il va avoir, alors que les parents qui avaient bien appris d'être de plus en plus synchrones pendant l'année d'intervention, quand on regarde 6 ans plus tard, ils ne sont pas plus synchrones que les autres parents, mais c'est parce que assez précocement, il y a eu une amélioration, justement un ajustement par rapport à leurs enfants. Ça, chez l'enfant,
ce bénéfice se maintient dans le temps. Bien sûr, entre-temps, ça a été complexifié. Et ce qui est très intéressant, ce groupe a entre-temps commencé à former les enseignants, on en parlait justement, des AESH, pour que ça ne soit pas que médié par les parents, mais finalement dans d'autres lieux de vie et par d'autres professionnels. Donc une technique particulièrement intéressante. Et ils ont pu montrer effectivement par les analyses de médiation que c'est via la synchronie des réponses parentales à l'enfant, il y avait une augmentation de l'initiation à la communication sociale et de ce fait, il y avait une amélioration de la symptomatologie autistique. Pas besoin de lire tout ça, mais juste pour vous dire, il ne s'agit pas d'une intervention intensive, parce que vous connaissez ça du modèle de Denver, qu'on peut apprécier pour plein de raisons, mais c'est postulé comme un modèle intensif qui, au niveau médico-économique français, est difficile à mettre en place, en tout cas dans la version publiée initialement. Ici, il s'agit de 18 séances au total sur un an. Donc, ce n'est pas intensif. Dans les premiers 6 mois, effectivement, c'est une intervention 2 fois par mois et par la suite 1 fois par mois. Donc, voilà, très intéressant. La première formation française avait lieu en 2017 et vous me voyez peut-être moi à gauche. Vous voyez aussi Mario Speranza, que certains d'entre vous connaissent. Et peut-être vous voyez au milieu, il y a même Laurent Mautran qui a participé à cette formation-là. Donc, c'était assez intéressant. Et depuis, nous avons diffusé justement cette formation sur plusieurs sites françaises. Un dernier mot juste par rapport au traitement médicamenteux, parce que là aussi, je vais passer le vocable. Ce qu'il faut retenir par rapport au traitement médicamenteux, que malheureusement en France, pour l'instant, et dans le monde d'ailleurs, nous n'avons pas de traitement qui est curatif de l'autisme. C'est bien l'objet de beaucoup de recherches à l'heure actuelle, mais ça n'existe pas à ce jour. Donc les prescriptions médicamenteuses que nous avons sont tous symptomatiques et ciblent donc les symptômes associés. Par exemple, pour ce qui me concerne, ma recherche, c'est comment on améliore les troubles du sommeil associés. Là, nous avons effectivement d'évidence de grade A pour la mélatonine à libération prolongée, par exemple, ou si on a des troubles du comportement sévère associés, mais aucun médicament à ce stade ne va être curatif pour l'autisme. Donc, les recommandations là vont être qu'il faut vraiment utiliser ces molécules dans une approche multimodale, toujours les associer à des interventions comportementales et à un soutien psychosocial. On favorise, comme toujours, la monothérapie si on peut, justement afin de limiter les interactions médicamenteuses. Et il faut, au préalable et par la suite, bien suivre l'introduction de ces molécules. Qu'est-ce qu'on peut faire au-delà des recommandations de bonne pratique? Comment vous pouvez vous rester à jour? Une chose que je voudrais vraiment vous conseiller, il y a un site excellent qui a été développé par l'équipe de Innovant en lien avec justement Corentin Gancelin à Université Paris-Nanterre. C'est où ils vont répertorier toutes les études actuellement en cours dans le domaine de l'autisme. Donc, ce sont des interventions qui vont peut-être sortir dans d'autres recommandations de bonne pratique, mais comme on le sait, les RBPP ne sont pas publiés très fréquemment. Donc, pour vous tenir au courant, c'est très intéressant et tout est en accès libre sur ce site que je peux hautement vous recommander. Une autre façon de se tenir au courant, et ça c'est intérêt personnel, vous pouvez aller dans les congrès. Et il y a un grand congrès européen de pédopsychiatrie qu'on va organiser à Strasbourg au mois de juin et juillet. Et dans ce congrès, je vous ai juste entouré toutes des présentations principales qui concernent les troubles du neurodéveloppement. Donc les TND seront beaucoup traités dans ce congrès-là, qui est d'un haut niveau scientifique. Et si vous n'êtes pas encore inscrite, je vous invite à vous inscrire. Voilà, merci beaucoup. Merci. Et je vais peut-être passer tout de suite la parole à mes collègues pour le TDAH, encore une fois, et on gardera les questions que vous aurez pour la fin, pour rattraper un peu le temps. Donc, moi, je suis Sébastien Weibel, je suis psychiatre d'adultes et je suis accompagné donc, de Anne de Saint-Martin. On va se partager un peu la parole parce qu'elle est neuropédiatre et donc elle présentera plutôt les choses chez l'enfant. Donc, on va parler des recommandations dans le TDAH. Alors, le TDAH, c'est quand même un trouble qui est très connu dans le grand public et en même temps mal connu, avec des sujets particulièrement polémiques en termes de diagnostic, de prévalence, de cause et de traitement, notamment parce que dans le TDAH, vous le savez, il y a un traitement médicamenteux, ce qui est parfois très délicat, notamment chez les enfants. Et aussi peu reconnu, j'aurais envie de dire, parce que le diagnostic reste encore quelque chose de compliqué, notamment en France, où il y a eu beaucoup de retard à rattraper. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des recommandations de bonne pratique qui se développent. Alors, un petit historique de ce qui se passe en France. En 2015,
il avait déjà des recommandations de repérage en médecine de premier recours, recommandations qui ont été mises à jour récemment en élargissant la question à la prise en charge, parce que ce n'était pas dans les premières recommandations. La prise en charge maintenant, le diagnostic, la prise en charge, comment on pose un diagnostic, qu'est-ce qu'on propose, et qu'est-ce qui est recommandé, et qu'est-ce qui n'est pas recommandé. Et enfin, quelque chose d'important, c'est que chez l'adulte, il y aura des recommandations. Alors j'ai un conflit d'intérêt puisque je suis président du groupe de travail. Et donc évidemment, il y a aussi, c'est en cours, hein, ça vient de commencer. Et donc évidemment, de la confidentialité sur le sujet. Et je donnerai surtout des questions principales qui vont être traitées sans en donner le contenu. Peut-être mettre ça en perspective avec le contexte international. Des recommandations qui sont... Maintenant, vous voyez, elles sont quand même pas si récentes que ça. On voit qu'elles n'ont pas été mises à jour forcément. Alors, il y a les recommandations australiennes qui se basent beaucoup sur les recommandations du NICE anglaise, qui ont quand même apporté, avec une force de frappe très importante en termes d'analyse de la littérature, des choses qui sont bien établies. Mais vous voyez qu'elles datent d'il y a 5 ans, et donc les recommandations françaises ont quand même le mérite d'être parmi les plus récentes. En tout cas chez l'enfant. Et aux États-Unis, par exemple, vous voyez qu'il y a des recommandations émises par les pédiatres, et chez l'adulte, il n'y en a pas qui soit officielle. Il y a aussi des recommandations qui sortent de la part d'experts qui font des revues de la littérature et des travaux d'analyse de la littérature assez poussés. Et je vous ai mentionné 2 groupes européens, avec une publication notamment pour les bonnes pratiques chez l'adulte, et aussi un groupe qui travaille à faire de différentes méta-analyses sur des différentes questions, traitement, diagnostic, intervention non pharmacologique par exemple, et qui publie très régulièrement à un haut niveau. Alors, quels sont les enjeux pour les recommandations ? On sait que c'est un trouble fréquent, il y a une demande de diagnostic qui est particulièrement importante du fait du demande du public, un meilleur repérage et un sujet qui est quand même dans le viseur dans les médias, dans les discours du grand public, avec par ailleurs un système de soins qui est quand même sous forte tension. Enfin voilà, c'est pas une surprise, vous le savez bien, et particulièrement dans le domaine de la santé mentale. Et sachant la prévalence importante des troubles associés du TDAH, on sait que ça peut poser problème, avec des attentes du public qui sont particulièrement importantes. Et vous savez qu'en France, on a aussi un fort retard. Pardon, j'ai du mal à voir où j'en suis dans les dias. Et un fort retard, et donc il y a un phénomène de rattrapage qui est très important, ce qui renforce encore plus la situation de tension sur la situation de l'offre de soins. Alors, quelques points comparatifs sur ce qui existe dans les recommandations internationales. Donc je vais vous donner quelques grandes lignes de points communs. Alors, première chose, c'est que le TDAH est reconnu comme un trouble neurodéveloppemental, ce qui est peut-être ici assez logique, mais ce qui n'est pas forcément dans l'esprit de certains professionnels ou dans le grand public, où on dit voilà, c'est des problèmes d'éducation, des problèmes sociétaux. On sait que le phénomène, l'environnement joue dans le développement du TDAH, mais l'environnement peut être un facteur qui intervient sur certains terrains, notamment génétiques, et une fois qu'on est dans une trajectoire développementale, les choses persistent, et ça c'est parfois quelque chose qui n'est pas facile à faire comprendre, mais les recommandations sont toutes très claires sur la notion de trouble neurodéveloppemental. Elles sont aussi assez claires sur le fait que c'est une évaluation clinique et qu'on n'a pas de test aujourd'hui pour diagnostiquer le TDAH, de tests qui permettraient d'être suffisamment spécifiques et suffisamment sensibles. Donc c'est une évaluation qui est essentiellement clinique, avec la nécessité d'avoir une approche de prise en charge qui est multimodale. Et ça, c'est quelque chose qui est consensuel dans toutes les recommandations. Chez l'enfant, on implique évidemment les parents dans le diagnostic, les enseignants, parce que c'est souvent là, au moment de la scolarité, que les choses sont observées. Et il n'y a pas la notion de dépistage systématique, c'est quelque chose qui n'est pas recommandé. Le dépistage systématique, on repère quand il y a des signes d'alerte. Donc parfois, on a parfois des choses qui sont mal comprises dans ce contexte-là. Chez l'adulte, l'évaluation est évidemment plus centrée sur ce que les personnes elles-mêmes ressentent, l'auto-évaluation, avec une attention portée aux troubles associés. Et chez les adultes, on sait que 80% des personnes ont des troubles associés, et toutes les recommandations vont dans ce sens-là, avec aussi la reconnaissance qu'il y a un impact fonctionnel dans différents domaines de la vie, que ce soit le travail, les études, et le fait que les symptômes peuvent fortement évoluer avec le développement. Les symptômes ne sont pas forcément les mêmes chez les enfants et les adultes. Et de façon assez importante, la plupart des recommandations suggèrent que chez l'adulte, la première intervention thérapeutique à envisager,
c'est le médicament. Ce qui n'est pas quelque chose qui est forcément très facile à faire passer comme message en France, mais c'est le consensus dans les recommandations internationales. Si on regarde quelques différences, on peut voir des variations géographiques avec, en Amérique du Nord, un focus beaucoup plus important sur les traitements médicamenteux en première intention, y compris chez les enfants, et quelques évolutions récentes dans les recommandations, notamment la reconnaissance croissante du TDAH chez les filles et les difficultés d'identification dans cette population-là, une attention aux comorbidités, la prise en compte de la persistance des symptômes à l'âge adulte, et aussi des recommandations spécifiques quant à la transition. Et la transition, ce n'est pas à 18 ans, c'est déjà pendant l'adolescence où on prépare la transition, et ça, c'est des choses qui ressortent dans certaines recommandations. Alors, quelques points importants sur les recommandations enfants-adolescents. Alors, tout d'abord, le parcours diagnostique reste, les recommandations disent très clairement, il faut multiplier les sources, il faut se baser sur ce que les différentes personnes peuvent dire, les parents, les enseignants. Le diagnostic se base sur l'évaluation clinique et il faut, pour cette évaluation clinique, évaluer ce qui se passe dans tout le contexte de vie de l'enfant et faire un examen physique minimum et un examen psychiatrique minimum, parce que les choses sont très intriquées et c'est pas juste parce qu'il y a des symptômes d'hyperactivité ou d'inattention qu'on doit aller sauter sur le diagnostic. Et l'importance de la recherche du diagnostic différentiel et des troubles associés. Parfois, on se pose la question, est-ce que c'est ça ou ça? Mais souvent, c'est ça, et donc la situation est parfois un peu complexe. Alors, pour la suite, je passe la main à Anne. Voilà, donc effectivement, je te remercie de m'avoir donné un peu la parole pour la partie pédiatrique. Et c'est vrai que je voulais parler de la place du médecin puis du pédiatre, parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Le pédiatre est quand même très présent, connaît l'enfant. Et l'examen minimal médical, il est quand même long. Et c'est vrai que j'ai mis cette petite horloge, parce qu'on a beau dire, c'est facile, en fait, c'est long. On doit écouter et on doit voir et revoir. Et donc l'anamnèse en elle-même, elle est déjà importante parce qu'on a effectivement tous les facteurs de risque à rechercher. Pardon, je suis allée un petit peu vite. Tous les facteurs de risque à rechercher. Et ça, c'est repris dans les recommandations. Et j'ai repris également les recommandations de 2014-2015 auxquelles avait participé le professeur Burstein et aussi Sonia Fink, que je voudrais saluer, qui a énormément travaillé sur le sujet dans la région depuis 30 ans et notamment sur les psychoéducations parentales. Je ferme la parenthèse. Mais toujours est-il que cette temps d'anamnèse, d'observation est lent. Et également, la suite sur l'examen clinique, il est long, il est compliqué. L'enfant est souvent actif. Il va falloir aussi rechercher des symptômes fins, cutanés, parfois aussi traumatiques. On a des situations, finalement, l'agitation, le déficit attentionnel, c'est un symptôme fonctionnel qui est extrêmement vaste et qui va pouvoir se voir dans beaucoup de situations cliniques différentes qui ne relèvent pas toutes du TDAH. Sur l'examen clinique, on va aussi réfléchir à des comorbidités, des diagnostics différentiels, que ce soit l'épilepsie, que ce soit les troubles du sommeil dont on parlait, que ce soit également des troubles alimentaires, des troubles digestifs, des troubles sphinctériens aussi qu'on a régulièrement, et puis tous ces troubles du sommeil qui peuvent aussi interférer. Et donc il y a toute cette discussion entre diagnostic différentiel et comorbidité qui sont reprises par les recommandations, où finalement, on peut avoir une comorbidité et un TDAH. Une épilepsie n'exclut pas un TDAH. Et on peut avoir aussi un trouble du sommeil et un TDAH, mais on peut aussi avoir un trouble du sommeil isolé avec des troubles attentionnels sans TDAH. Donc voilà. Et puis, très important, toutes les recherches de troubles du neurodéveloppement associés. Carmen, tu l'avais bien introduit, c'est-à-dire qu'un TDAH ne va pas être forcément isolé et dans 30 à 40% des cas, on aura des troubles d'apprentissage qu'on va rechercher également. L'éthique, le Gilles de la Tourette, on en parlait, le Gilles de la Tourette est aussi fréquemment accompagné d'un TDAH et la prise en charge reste difficile. Sur le diagnostic positif et le suivi thérapeutique, finalement, ça va être quelque chose qui va être accompagné par le médecin de première ligne, qui va orienter ensuite vers un médecin de deuxième ligne, mais tout en continuant, c'est la suivante, je pense. Je reviens en arrière. Sur la suivante. Pardon, excusez-moi. Là, voilà. Oui, effectivement, cet aller-retour et ce temps qui est nécessaire sur cette observation, sur l'écoute de la plainte, des plaintes, et cet aller-retour entre finalement le médecin de premier recours, le médecin à qui on va orienter, et qui va être indispensable. La même chose dans le suivi thérapeutique, finalement. Donc,
Effectivement, ça va prendre du temps, ça va prendre parfois trop de temps, mais je pense qu'il faut savoir explorer tous ces aspects et travailler aussi avec les professionnels paramédicaux qui vont voir ces enfants. Parce qu'ensuite, vont déboucher, une fois le diagnostic posé, ces fameuses interventions ciblées. Alors, je vais donner la parole à Sébastien. Je crois que tu voulais en parler et parler de l'examen psychiatrique. On n'a pas de retour, c'est parfois un peu difficile, et sur le téléphone, c'est vraiment très petit. L'examen psychiatrique. Oui, un point, mais je ne sais plus, on ne va pas revenir sur la diapo, c'est pas grave. Mais ce qui est important aussi, c'est que quand un diagnostic de TDAH est posé, il y a aussi des questions à poser sur le plan psychiatrique, et il n'y a pas besoin d'être forcément psychiatre pour faire un examen psychiatrique, de la même façon qu'on n'a pas besoin d'être neurologue pour faire un examen neurologique. Et donc des questions qui sont parfois très simples, c'est s'intéresser à l'anxiété de l'enfant, à des situations de dépression, de tristesse. Et c'est des questions qu'il faut simplement aussi savoir poser et, dans ce contexte. Parce qu'on sait que, par exemple, des symptômes anxieux peuvent expliquer aussi des difficultés de concentration. Donc il faut éviter de cloisonner aussi les rôles de chacun. Donc, quelques mots sur les interventions ciblées qui sont proposées par les recommandations. Alors, la psychoéducation pour les enfants est systématique, et notamment pour expliquer le diagnostic, alors à l'enfant en fonction de son âge évidemment, mais aux parents, et aussi potentiellement donner des informations auprès des enseignants. Alors, il y a quelques recommandations concernant l'entraînement aux habiletés parentales qui sont faites, avec plusieurs programmes qui sont recommandés dans les recommandations, programme Barclay, Incredible Years, Triple P, programme multipropulsion. Et les recommandations ne recommandent pas, disent qu'il n'y a pas de données suffisantes pour recommander certaines interventions qui ont parfois comme marque de fabrique l'intervention sur le TDAH, et notamment le neurofeedback, l'entraînement cognitif. Il n'y a pas de données suffisantes pour justifier ces interventions-là. Et de la même façon, chez l'enfant, les thérapies basées sur la pleine conscience. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut plus de preuves pour pouvoir les recommander. Et aussi, il y a des non-recommandations, notamment certaines psychothérapies, psychodynamiques, et les interventions alimentaires avec les restrictions ou les prises de compléments alimentaires qui n'ont pas de données de preuves et donc elles ne sont pas recommandées. Le traitement médicamenteux est quant à lui recommandé en deuxième ligne quand les interventions non médicamenteuses n'ont pas été suffisantes. Anne en parle un petit peu. Oui. Alors je voulais parler avant le traitement médicamenteux finalement de la reconnaissance des autres TND, parce que parfois un enfant peut être en grande difficulté essentiellement en milieu scolaire, et on a oublié de faire attention à un trouble 10 associé. Et en mettant en place des aménagements et des prises en charge, on va pouvoir aussi améliorer la situation. Donc c'est très important de repérer effectivement les TND associés et de suivre finalement la prise en charge en milieu scolaire, mais en milieu aussi le soin orthophonique éventuellement. Et le traitement médicamenteux, j'y viens, il est effectivement utile en deuxième intention, en complément des remédiations, effectivement, lorsqu'elles sont nécessaires. Et effectivement, il peut être spectaculaire quand il est donné à bon escient. Il est recommandé avec des pratiques qui sont centrées sur l'enfant. C'est la notion d'alliance avec l'enfant, c'est indispensable, on le sait bien. Hein. Si l'enfant n'a pas compris pourquoi, on retrouve le comprimé dans le pot de fleurs. Et ça, c'est des choses qui sont effectivement très importantes. Et avec aussi, lors de la prescription, mais l'explication, mais lors de la reprise aussi. Et là, je reviens sur ce binôme médecin premier recours et médecin prescripteur, médecin formé au TDAH, parce que finalement, le traitement va être represcrit de façon mensuelle par le médecin de premier recours, et c'est essentiel de pouvoir reprendre les choses. La tolérance, elle n'est pas toujours bonne, hein, et ça c'est quelque chose qui est très important à suivre. Et là encore, l'examen physique, clinique, combien d'enfants je vois chez qui on n'a jamais repris la tension, par exemple, hein, donc, et le suivi cardiovasculaire. Alors une chose sur le suivi cardiovasculaire, c'est très clairement expliqué dans les recommandations de 2024. Le bilan cardiologique complet avec échographie cardiaque ECG n'est pas nécessaire en l'absence d'antécédents familiaux bien spécifiques. Donc ça, c'est quelque chose qui peut simplifier la mise en œuvre, mais là encore avec une bonne anamnèse familiale. Je donne la parole à Sébastien. Je te laisse terminer. Et oui, donc pour finir sur les recommandations chez l'adulte, qui sont finalement assez attendues, puisque on a encore plus de retard chez l'adulte sur les prises en charge et les diagnostics. Donc je ne vais pas vous donner d'éléments précis, mais je vais vous donner quelques questions qui vont se poser, et ça sera peut-être intéressant d'en débattre éventuellement.
Et donc, oui, je veux surtout souligner que l'enjeu va être aussi un peu différent, c'est qu'il y aura un rattrapage de retard et peut-être une difficulté encore plus pour accéder au diagnostic, parce qu'il y aura une explosion de demande aussi, et on voit aussi qu'avec les contextes de communication qu'on a aujourd'hui, d'accélération, on a peut-être aussi avec des difficultés supplémentaires. Un enjeu majeur, ça sera la formation des psychiatres. Si on fait un sondage auprès des psychiatres, une grande majorité n'ont pas entendu parler de psychiatre d'adulte, un peu de TND chez l'enfant, mais chez l'adulte, très peu. Alors à Strasbourg, on a beaucoup progressé. Je pense qu'on est plutôt bon à ce niveau-là aujourd'hui avec les jeunes, mais on sait que la moyenne d'âge des psychiatres est plus de 50 ans aujourd'hui, donc il y a du rattrapage à faire. Et donc sur la question du diagnostic, plusieurs questions vont devoir être posées. Et qui peut poser un diagnostic de TDAH ? Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent ouais, il faut un médecin spécialiste ou un psychiatre spécialiste du TDAH, ce qui est un peu absurde dans le sens où ça concerne 2-3% de la population. On n'y aura de toute façon pas si on attend des spécialistes pour poser les diagnostics. Et donc il y aura des questions dans les recommandations sur qui peut faire ce diagnostic et peut-être aussi élargir au-delà des psychiatres avec des professionnels qui connaissent bien le sujet comme les addictologues et certains médecins généralistes qui bénéficient d'une formation suffisante. Donc ça va être des questions qui vont être tranchées. Faire attention aux situations particulières notamment, et je pense aussi aux femmes, les situations de comorbidité, certaines populations aussi vieillissantes, c'est des questions qui se posent aussi chez le vieillissement cognitif accéléré, et certaines populations vulnérables aussi, notamment les personnes prises en charge dans des services de soins, d'addictologie, les problèmes des personnes incarcérées. Et aussi les personnes qui ont d'autres troubles psychiatriques pour lesquels c'est passé toujours ça n'a jamais été identifié, notamment les personnes qui consultent pour des troubles qui ne sont pas très bien pris en charge en psychiatrie, notamment les problèmes de personnalité, d'impulsivité et différents problèmes de comportement. Concernant les traitements, une question va être importante, c'est la hiérarchie dans les traitements. On voit que dans les recommandations internationales, les traitements médicamenteux sont en première ligne. Il faudra aussi peut-être trancher sur cette question-là. Et quels sont les critères pour justifier un traitement médicamenteux en première ligne ? Voilà, et quel sera le bilan préthérapeutique ? Aujourd'hui, on suit les recommandations qu'il y a dans les RCP, les recommandations des caractéristiques du produit qui imposent un bilan cardiovasculaire initial, alors que c'est absolument pas prouvé par la science, il n'y a aucune donnée qui suggère ça, aucune recommandation qui demande ça, donc ça reste une particularité française et peut-être qu'il faudra se baser sur ces recommandations, revoir les données de la littérature pour pouvoir aussi changer quelque chose qui ne sera pas décidé par les recommandations, parce que c'est des questions qui sont liées à la sécurité du médicament, donc vous voyez peut-être des tensions qui peuvent déjà exister. Quelles seraient les autres lignes de traitement ? Vous savez qu'en France, on est assez pauvre en termes d'accès au traitement et on n'a que le méthylphénidate et peut-être des questions se posent, d'autant plus que certaines recommandations internationales proposent certains traitements comme la liste d'hexamphétamines ou les amphétamines en première ligne chez l'adulte parce qu'il y a une efficacité supérieure qui a été montrée. Les posologies maximum dans certains contextes très particuliers chez l'adulte, notamment les personnes avec addiction, et aussi quelles seront les interventions non pharmacologiques pertinentes. Et ça sera une question importante. Et comment on peut éventuellement les proposer aux personnes, parce qu'il y a une difficulté d'accès aux soins, notamment psychothérapiques, qui est particulièrement importante. Et enfin, la psychoéducation sera recommandée, mais avec un grand flou sur qu'est-ce que c'est que la psychoéducation, quel sera le format qui est attendu, nécessaire, et évidemment, peut-être des tensions entre ce qui sera proposé et ce qui pourra être donné en pratique. Alors, ce qui est important, c'est que pour implémenter les recommandations, il y aura un enjeu fondamental d'organisation et de formation, et avec des acteurs qui seront nécessaires pour structurer la filière, identifier les professionnels à tous les niveaux et les former, et proposer du recours et de l'expertise aux besoins, et des interventions psychothérapiques ou psychoéducatives de façon généralisée. Et finalement, ça fait la transition avec quelque chose qui est annoncé, c'est la nécessité de porteurs de cette formation, de cette organisation, et potentiellement les futurs centres de ressources TDAH. Voilà, qui seront certainement très utiles pour que ces recommandations ne soient pas juste des choses qui restent théoriques, mais vraiment implémentées en pratique. Voilà, je vous remercie. Voilà, alors gros sujet, on va essayer quand même de tenir les 20 minutes qui nous sont imparties. Effectivement, les diaporamas. Voilà, gros sujet, effectivement, qui, du coup, on a mis un coup de projecteur sur le trouble du spectre de l'autisme, un coup de projecteur sur le TDAH et tout le reste en 20 minutes.
mais on va essayer. Plus de 20 000 enfants en Alsace, si on prend une incidence de 5%. On a entendu parler tout à l'heure de 10%. Donc, on est effectivement à un nombre considérable d'enfants, plus de 50 000 en région Grand Est. Et je ne parle que de l'enfant. Je vais parler des troubles 10 en premier plan. Pardon. Les troubles 10 ici, voilà, on va y arriver. Avec des expertises collectives scientifiques internationales qui finalement, vous allez voir, nous ont amené de nouveaux référentiels communs au cours des 10 dernières années essentiellement, et puis des recommandations de bonnes pratiques de l'HAS, de l'ANAS et des collèges de professionnels. On va parler un petit peu aussi de temps sur les professionnels paramédicaux qui interviennent, et encore très peu de choses pour l'adolescent et pour l'adulte. Sur le trouble développemental du langage, ex-dysphasie, un consensus international catalyse en 2016 qui en fait repris d'une part tout le déroulement de l'évaluation, les signes d'appel, comment évaluer, et en donnant énormément de place à l'impact fonctionnel, vous en avez déjà entendu parler, aux facteurs pronostiques et également aux facteurs associés. Avant, on était très catégorisé, la dysphasie phonologico-syntaxique, la dysphasie sémantique pragmatique. On est dans une toute autre dimension et on prend en compte maintenant l'environnement familial et les signes d'alerte précoce, avec un parcours qui effectivement, avec une démarche très simple à partir de la plainte, en fonction de l'environnement, est-ce que l'enfant est familier ou non à la langue, est-ce qu'il y a des indicateurs de mauvais pronostic, est-ce qu'on est dans le trouble. Tout au long de cette présentation, vous entendrez parler de cette progression de la plainte, de la difficulté jusqu'au trouble. Toute difficulté n'est pas un trouble. Pour aller jusqu'au trouble développemental du langage, d'une part, ou au trouble du langage associé. Si l'enfant a par exemple une déficience intellectuelle ou un syndrome X fragile ou une paralysie cérébrale, il aura un trouble du langage associé à. Avec ensuite une terminologie avec différents groupes, le trouble développemental du langage en fonction des modules touchés et le trouble développemental des sons et de la parole. D'autres référentiels autour de la dyslexie, vous voyez que j'ai gardé un seul 10, c'est dyslexie. En fait, il a aussi un nom nouveau, qui est le trouble spécifique du langage écrit, sans trouble de la compréhension ou avec trouble de la compréhension. Ces deux catégories-là, elles ont aussi une signification fonctionnelle. Un enfant qui a un trouble spécifique du langage écrit avec des troubles de la compréhension va être en grande difficulté. Un enfant sans trouble de la compréhension aura des possibilités de compensation et les mises en place de stratégies ne seront pas les mêmes. La notion de l'impact fonctionnel est essentielle et je voudrais rendre hommage d'abord aux orthophonistes qui sont peut-être les premiers professionnels ou les premiers qui voient les enfants avec troubles du neurodéveloppement, quels qu'ils soient, et qui sont parfois seuls à les accompagner en l'absence de place, quel que soit le TND. Et le Collège français d'orthophonie a mis en place des recommandations extrêmement précises par catégorie de troubles, et notamment pour le trouble du langage écrit, avec des critères de diagnostic, mais également autour de la rédaction, la restitution aux parents et à l'enfant. Là encore, on va essayer de conscientiser en fait l'enfant, pardon, parce que je suis allée un petit peu loin. Et sur les interventions, on parlait tout à l'heure de recommandations sur les interventions dans l'autisme, dans le TDAH, eh bien, il y a également une précision des interventions dans la rééducation, le choix d'intervention. Et là, on voit apparaître des entraînements intensifs, ciblés, plus courts, avec des pauses. On n'est plus dans des trajectoires continues sur plusieurs années. Et avec aussi cette approche centrée sur l'enfant qui est essentielle. Clairement, l'enfant adhérera plus à un suivi s'il a compris pourquoi. Et puis, le parcours de soins, et alors tout l'aspect de la coordination, mais avec la transmission des informations, mais l'accord des parents est indispensable. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de confidentialité avec laquelle il va falloir jouer, puisque en théorie, le bilan est remis aux parents. Et donc, pour la transmission, il faudra l'accord des parents. Je continue avec le référentiel sur la dyspraxie, ex-dyspraxie qui est trouble développemental de la coordination. Et là, une grande expertise collective de l'INSERM avec des recommandations. Alors, je n'ai pas repris toutes les données de la science qui sont transmises dans cette expertise, mais juste les recommandations. Et on commence à parler de parcours diagnostic gradué, de la plainte jusqu'au diagnostic de trouble. L'examen médical, là encore, il est essentiel.
parce qu'on va avoir des troubles moteurs qui pourront se présenter comme un TDC, on va avoir des troubles somatiques autres, donc des troubles sensoriels qu'il va falloir éliminer, avec un questionnaire anamnestique validé et puis un bilan de motricité standardisé qui peut être effectué par le psychomotricien ou l'ergothérapeute, le test MABC2, pour lequel on a établi qu'il était un des examens qui pouvait participer au diagnostic avec un seuil pathogène au 16e percentile, pathologique au 16e percentile. Là encore, on affirmera le trouble qu'après une réévaluation à 1 an. Après, prise en charge. Et là, vous allez venir en disant, mais comment prendre en charge quand ce n'est pas conventionné? C'est en train de venir, on nous l'a dit tout à l'heure. Et puis, y a-t-il d'autres TND? Souvent un TDAH chez ces enfants, souvent des troubles d'apprentissage. Y a-t-il des répercussions psychologiques? C'est noté dans les recommandations. Et ça, c'est important parce que ce sera à prendre en charge. Je dirais quand même que pour ce trouble, le diagnostic est souvent de niveau 2, pluridisciplinaire, et qu'on va faire souvent appel à un bilan cognitif associé neuropsychologique orthoptique. Pour les interventions, on est issu du milieu de la rééducation fonctionnelle. Intervention ciblée sur des objectifs significatifs, des activités de la vie quotidienne, de la scolarité, avec effectivement des objectifs mesurables, évalués, et une articulation avec l'école. Une compensation informatique apportée par les ergothérapeutes également, et cette notion de réévaluation régulière des interventions. L'inclusion et la formation, je vais passer. Elle revient un petit peu sur tous les troubles dont on a parlé. Et j'arrive au parcours de santé d'un enfant avec TSLA. Ce sont des recommandations de 2018. Et là, on a un grand tableau imbuvable avec beaucoup de choses, mais en 2 mots. En haut du tableau, vous avez l'impact de la famille, des professionnels de la petite enfance, de l'école qui vont être en première ligne pour repérer un trouble spécifique d'apprentissage. Au départ, ce sera une difficulté qui sera constatée, on n'est pas dans le trouble, et on va cheminer progressivement dans le parcours du diagnostic du trouble, en différents niveaux, parcours gradué dans le temps, et puis en niveau de complexité, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Le repérage, c'est la première étape, et là je dirais qu'on a fait beaucoup d'avancées, et tout à l'heure j'ai retenu effectivement de l'importance du verre à moitié plein. C'est aussi une expérience, une information qu'on a beaucoup dans notre métier. Il y a eu beaucoup de choses faites avec le repérage, avec les questionnaires de PCO, avec le nouveau carnet de santé 2024, et les médecins sont de plus en plus sensibilisés. Le dépistage va prendre du temps. Il est effectivement fait par certains pédiatres très impliqués. Le dépistage, le repérage est là. Voilà. Et voilà. Vous avez vu les photos du carnet de santé, des questionnaires de repérage de la PCO et tous les outils de dépistage qui sont très bien déployés dans les recommandations sur les troubles du neurodéveloppement à l'attention des médecins qui vont faire du suivi d'enfants à risque, mais qui peuvent s'appliquer à tous les enfants. Sans attendre le diagnostic. Et là, je me positionne un petit peu... Je ne sais pas si j'ai la légitimité de me positionner parce que je suis médecin, mais les recommandations demandent que, au sein de l'école, sans attendre le diagnostic, devant une difficulté, on mette en place une pédagogie différenciée. Et c'est ce qui a fait ses preuves. Et c'est d'ailleurs un travail qui émane du CNESCO, qui est un centre de recherche au sein de l'éducation nationale, la pédagogie différenciée auprès des élèves en difficulté, avec un impact favorable de la précocité de la reconnaissance. Je sais qu'il y a encore du travail, il y a des acteurs d'appui. On sait aussi les limites dans l'éducation nationale avec le problème des ressources actuellement, qui est très difficile, vous le savez, pour plusieurs corps de métier. Et puis, le parcours diagnostique du trouble. Alors, j'insisterai sur ce qui peut se faire en niveau 1, et je pense que c'est important de le reconnaître. Un pédiatre sensibilisé aux troubles du neurodéveloppement va pouvoir très bien travailler avec des professionnels conventionnés, des orthophonistes qui pourront faire un diagnostic de dyslexie sans avoir d'autres bilans à faire. On est déjà dans du diagnostic et du suivi thérapeutique. On viendra au niveau 2 ou 3 dès qu'il y aura une complexité supplémentaire, qu'on voudra rechercher des troubles associés ou qu'on aura besoin éventuellement d'examens moteurs ou autres. Et là, le parcours 2 ou 3, effectivement, est plus difficile d'accès actuellement, avec la nécessité d'autres évaluations, la nécessité de forfait conventionné, de synthèse
diagnostic, ça prend du temps, il faut se coordonner, il faut faire ensuite une annonce diagnostique et un projet de soins. Et ce parcours, eh bien, il veut nous emmener... alors, juste avant de continuer sur le parcours, je fais aussi un petit, on va dire, un petit temps sur les psychologues et les neuropsychologues. Vous savez que ce sont des professionnels, et vous êtes plusieurs dans la salle, très importants dans le diagnostic, à la fois, je dirais, cognitif, du fonctionnement intellectuel, mais aussi des composantes émotionnelles, relationnelles et comportementales. Dans les TND, c'est essentiel, et on a besoin très souvent de travailler avec les psychologues ou les neuropsychologues au sein de l'école, ou en libéral, ou en institution. Là encore, le collège des psychologues a des recommandations sur le contenu du bilan, sur les tests, sur la qualité du rendu à l'oral ou à l'écrit, avec un rendu à l'enfant et à ses responsables légaux. L'organisation, je reviens au parcours des structures de niveau 2, eh bien, il y a un cahier des charges avec effectivement différentes recommandations. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il est à réfléchir avec les centres de référence, validé avec les partenaires sous l'égide des ARS. On sent en filigrane les PCO derrière ces recommandations, mais il y a peut-être d'autres choses à réfléchir en essayant d'avoir quelque chose d'opérant dans les bassins de population en articulation avec le fonctionnement déjà de niveau 1. Et ces articulations, c'est va-et-vient entre niveau 1 et niveau 2. Et niveau 3 qui reste là quand même, hein, il faut quand même le défendre, il est important pour les situations complexes, la formation, la recherche. Alors l'enfant et ses parents, il est essentiel dans toutes les recommandations, et ça c'est vraiment, je trouve, la progression qu'on a vue apparaître au cours des 20 dernières années. Intuitivement, c'est vrai qu'on est là et on s'adresse à l'enfant, on s'adresse aux parents, mais c'est une vraie recommandation. Les parents sont là, les premiers acteurs. Ils coordonnent le projet de vie, ils repèrent, ils accompagnent, ils adaptent, parfois de façon positive, parfois de façon négative, sans connaître bien le trouble. Et l'information diagnostique et thérapeutique, elle est importante et elle va être faite et elle va être refaite. Combien de fois on a fait une annonce et on a compris que finalement, seuls 10% des informations avaient été entendues et il va falloir reprendre avec un discours harmonisé entre les différents professionnels et vraiment mettre l'enfant au cœur du dispositif quand il est en âge de comprendre et c'est lui qui va ensuite être acteur en essai. Là encore, le consentement pour la prise en charge et la transmission des informations. Voilà, je vais terminer avec le projet de scolarisation avec toute une déclinaison pour la mise en œuvre des aménagements et l'évaluation avec la MDPH, là encore. Alors, j'ai mis en bas un tableau qui est un peu un tableau qui montre un peu la jungle des acronymes autour du handicap. Hein, il y en a plus d'une 50aine. Et la complexité de tout ce qui a été mis en œuvre. Et on pourra parler de l'adaptabilité de ces recommandations, de cette applicabilité, parce que c'est bien beau d'avoir des recommandations, mais comment est-ce qu'on fait avec la pénurie, avec la saturation, etc. Et puis, question à l'âge adulte. Je vais donner la parole à Claire Dessay sur un sujet très important, qui est le parent pauvre des TND. Est-ce qu'on a... Voilà, hein, c'est le trouble du développement intellectuel, et je te laisse en parler. Je mets juste mon petit support, sinon je vais être un peu perdue. Voilà. Claire Dessay travaille au CRTLA, une neuropédiatre, mais elle travaille aussi en CAMS, en PCO maintenant. Oui, EPDA, et peu diagnostic de niveau 2, oui, pas mal. Et le lien en CRTLA et un petit peu au CRA aussi, comme ça, j'ai la diversité des situations. Alors, le développement intellectuel concerne un spectre très large, du trouble léger à la déficience profonde. Le polyhandicap, on en parlera un petit peu aussi. Des recommandations spécifiques, il n'y en a pas tant que ça, vraiment TDI. Il y a un gros travail par rapport à l'expertise qui a été fait par une expertise INSERM en 2017 qui pose vraiment la base, et les recommandations sorties de l'ARS publiées en 2022. Et il y a plusieurs travaux du polyhandicap que Carmen citait tout à l'heure. J'en reparlerai après, et qui concernent dans ce contexte les situations de TND sévères, TDI, TSA associé ou pas, mais ce sera les recommandations plutôt transversales. Des recommandations dans le TDI par rapport à des pathologies rares, ce sera le sujet qui va arriver après sur les PNDS, donc ça je n'en parle pas.
Il existe des recommandations plus transversales, un peu plus anciennes, souvent même de l'ANESM au départ. Nous en verrons quelques-unes parce qu'il y a des grandes règles qui restent tout à fait valables pour l'accompagnement des personnes avec TDI. Je mets aussi TSA sévère dedans pour ces recommandations. Dans la partie la plus spécifique du TDI, je reviens sur l'expertise INSERM. Elle posait la base de nombreuses règles qui sont actualisées maintenant. L'importance du repérage, du dépistage, des outils diagnostiques. La distinction, on l'a déjà vu plusieurs fois, entre le simple retard et le trouble du neurodéveloppement. La notion de population à risque et la notion de chercher des comorbidités aussi dans un trouble du développement intellectuel. Ça paraît un peu bizarre parce qu'on se dit le TDI, c'est quelque chose de global, donc tous les troubles y sont. Mais non, il faut chercher une comorbidité parmi les TND et les autres pathologies, l'épilepsie dont on a déjà parlé, ou d'autres problèmes de santé. Il y avait un point qui insistait beaucoup sur l'importance des comportements adaptatifs dans le diagnostic et dans les outils à utiliser pour poser le diagnostic. Et cette expertise pointait déjà la vigilance sur les périodes de transition, notamment par rapport à l'âge adulte, qui seront à retravailler. On peut rester encore, oui, c'est pas grave. Juste pour dire que la recommandation HAS de 2022, le premier volet qui a été publié, insiste sur 2 points importants, l'évaluation fonctionnelle et l'autodétermination. Alors, concernant l'évaluation diagnostique d'une part et fonctionnelle, l'expertise la redétaille selon les thèmes évalués, mais les règles générales sont les mêmes. C'est de prendre en compte l'environnement, prendre en compte les caractéristiques sensorielles, les caractéristiques de communication de la personne, mettre la personne, l'enfant et l'adulte, dans les bonnes conditions pour cette évaluation pour qu'elle ait du sens. Et le dernier petit carré à droite, mener les évaluations en fonction des questions qu'on se pose et des objectifs pour qu'elles servent à quelque chose et qu'on puisse les interpréter correctement. Ça reste des règles valables. J'insiste sur la clinique, il y a les tests, mais la clinique du professionnel et l'expertise du professionnel qui fait passer certains tests reste très importante. Et croiser les expertises avec les aidants autour de la personne qui auront beaucoup de choses à apporter. Sur les interventions, je vais passer un peu vite parce que c'est celle-ci qui est plus intéressante, puis elle est moins lourde. Les règles générales aussi. Là, je ne vais pas tout reprendre, mais intervention précoce, c'est dans les recommandations du TDI aussi. Contrairement à des idées reçues qui peuvent être le trouble, il est présent, il est sévère et ce n'est pas le plus urgent. On va travailler précocement pour les troubles moteurs et le TSA. Je schématise un petit peu, mais voilà. C'est important aussi pour le TDI. Et intervention avec des progrès et des apprentissages qui peuvent se faire tout au long de la vie. Ça, c'est super aidant dans les annonces, dans les explications qu'on fait aux parents, de leur dire que là, au niveau scolaire et tout ça, ça ne va pas. Mais si ça se trouve, on pourra reprendre un travail sur des messages écrits, sur de la communication, en fonction de ce que la personne, peut-être même adulte, souhaitera faire. Si elle a envie d'avoir sa liste de courses, ce sera un objectif et on verra. J'ai juste cité là, mais là, on va passer vite. Sur les thèmes qui sont abordés dans les recommandations, pour dire qu'il n'y a pas que la cognition et les apprentissages. Chez les petits et dans notre société, les questions de l'école, elles reviennent tout le temps, mais la communication, les habiletés sociales, l'autonomie de la personne dans la vraie vie, ça reste vraiment des objectifs et donc des éléments qui sont aussi à évaluer et à questionner. Et tout en prenant en compte la sensorialité, la motricité, qui peuvent avoir des particularités et nécessiter d'être intégrées. La partie autodétermination, c'est un grand sujet. Le message principal, là je parle pour les personnes qui ont des troubles finalement plutôt sévères, qui sont accompagnées en établissement ou service médico-social, c'est que ce sujet-là soit intégré dans les projets d'établissement. Alors là, je peux parler d'expérience puisque je travaille dans le médico-social et je participe à toutes les réunions de direction avec des IME, CESAD, mais aussi SAMSA, SAVS, foyer d'hébergement, etc. Ce sont des sujets qui sont en cours de travail, mais là, les recommandations, clairement, peuvent mettre du temps à être appliquées, mais les choses commencent à rentrer. C'est des sujets qui restent importants. Accompagner la personne dans l'inclusion sociale, dans sa citoyenneté. Et donc, il faut absolument que ce soit vraiment quelque chose qui soit porté par un établissement ou un réseau de partenaires pour que ce soit important. Il y avait déjà une recommandation plus ancienne en 2020
qui parlait un petit peu de la même chose, de la participation de l'usager. Je l'ai juste noté parce que j'avais envie de vous lire ce que j'ai mis en rouge. Penser, dire, faire à la place de la personne concernée est une atteinte à sa dignité, à ses droits. On est tous d'accord, c'est évident, c'est facile comme ça. Mais c'est très facile de dévier. Et là, je parle autant des professionnels que des aidants. On pense bien faire, on pense savoir mieux que la personne qui n'a pas tous les éléments de compréhension qu'on a nous. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut reprendre en tête et avoir en tête vraiment très régulièrement. On y reviendra un petit peu vers la fin avec l'éthique. Après, je voulais, je crois, parler du polyhandicap. Voilà, la personne polyhandicapée. Alors, 3 gros dossiers qui sont importants. Un plus ancien, je crois que c'était 2020. Donc, je reprends la même chose que je viens de vous dire. Considérer la personne polyhandicapée comme une personne en capacité de s'exprimer, de décider et d'agir. C'est bien que ces moyens seront très compliqués, mais déjà d'avoir ça en tête, que c'est une personne elle-même et qui est en capacité de ressentir des choses, d'avoir envie ou pas envie, ça reste important. Et la recommandation insistait du coup sur les pratiques, les postures professionnelles, le lien affectif avec la famille. Elles insistent aussi sur le développement de la communication et des habiletés sociales chez la personne handicapée. Et après, une grosse partie qu'on ne va pas aborder là, c'est sur le soin, avec le PNDS 2020 qui est très complet. Une petite chose, l'expertise toute récente de 2024 qui est très complète. J'ai juste sorti un point qui paraît important, c'est la position nuancée du collectif qui a fait cette expertise sur l'inclusion scolaire, parce que c'est un sujet qui nous pose tous question globalement, et qui est aussi bien à l'éducation nationale que dans le domaine médical et médico-social chez la personne polyhandicapée. Et l'expertise ressort cette notion d'inclusion scolaire relative, avec un bon équilibre à trouver entre de l'inclusion scolaire en milieu ordinaire et de l'accueil en établissement médico-social. On se posait la question, j'ai peut-être pas tout lu, mais c'est le seul endroit où j'ai trouvé écrit ça, que l'inclusion scolaire complète, c'est peut-être pas la bonne solution, que l'accueil en médico-social non plus, mais cette inclusion relative pour que tout temps d'accueil, dans un endroit comme dans l'autre, garde du sens. Et on est avec un beau projet. Alors du coup, l'inclusion scolaire, il y avait aussi une autre recommandation 2021 sur accompagner la scolarité donc dans les établissements médico-sociaux et l'inclusion scolaire. De ce que je vous ai entouré en vert est important aussi. La réussite du parcours scolaire ne dépend pas seulement des capacités de l'enfant, de la bonne volonté de ses parents, mais aussi de tout ce qu'il y a autour. Donc les établissements, l'environnement de l'éducation nationale, les réseaux de professionnels. Alors la recommandation axe sur les différents acteurs, donc l'enfant lui-même et s'adapter à l'enfant et bien connaître le fonctionnement de l'enfant, ça on le sait. Le rôle des parents et des aidants dans les projets aussi, ce que l'établissement médico-social ou le service, si c'est un CESAD ou si c'est même un réseau de partenaires en libéral, peuvent faire pour réfléchir et mettre en place les aménagements nécessaires. Et le dernier temps, c'est s'inscrire dans la communauté éducative par sensibilisation au rôle ressources. Là, à titre personnel, je dirais qu'elle est un peu timide, cette recommandation, parce que ça, sensibilisation au rôle ressources, ça ne suffit pas. Il faut vraiment un travail plus intense de partenariat pour qu'une inclusion soit vraiment réussie, avec des projets à créer. Il y a des choses qui commencent à se mettre en place, mais ça reste un chantier à continuer. Les comportements problèmes, Carmen en avait parlé un petit peu au début. En fait, c'est une ancienne recommandation, 2017. Je l'ai reparcourue, je l'avais un peu oubliée, et elle est vraiment bien. Et encore d'actualité, elle est vraiment très bien. 2 points justes, la prévention, c'est toujours mieux quand même, et l'accompagnement. 2 éléments, c'est la prévention, je reviens un petit peu à ce que j'avais dit tout à l'heure aussi sur l'autodétermination, c'est la mise en place dans un projet d'établissement d'outils, d'instructions pour que les professionnels aient la possibilité de savoir gérer ou qu'on trouve les ressources. Et dans l'intervention en cas de comportement problème, c'est réinterroger l'accompagnement mis en place, réinterroger les pratiques et savoir trouver des ressources extérieures si vraiment on est en difficulté pour passer le cap. Mais relisez-la tous si vous ne la connaissiez pas, ou lisez-la, mais elle fait du bien. Diaporama sera disponible.
Après, la suite, c'était le soin. Je reviens un petit peu, et ça va avec l'introduction que nous avions eue par notre directeur. La qualité de vie, les problèmes somatiques, l'organisation des soins. On pourrait en parler toute la journée, forcément, tous. Alors, c'est un sujet qui te tient à cœur. Oui, alors, ceci dit, je n'ai pas mis la diapo pour faire de la pub ou autre chose, mais c'est un sujet qui a été travaillé, qui est travaillé dans la région depuis un petit moment. Les règles, alors il existe effectivement plusieurs recommandations sur le soin dans les établissements, le soin dans les services sanitaires aussi. Les règles sont les mêmes partout. Effectivement, c'est de bien connaître la personne. On en revient à l'évaluation fonctionnelle, elle est nécessaire avant tout, hein, dans chaque étape de toute façon. Insister sur le rôle des proches qui connaissent très bien la personne et qui peuvent vraiment alerter et aiguiller. J'insiste sur le fait que tout l'entourage, même non soignant, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'éducateurs spécialisés et jeunes enfants dans la salle. Tout accompagnant peut se questionner, repérer un inconfort, se poser la question d'un problème somatique sous-jacent. Donc, tout le monde a ce rôle-là. L'organisation du soin, elle est compliquée. J'ai noté toujours d'actualité parce que là, il y a encore un énorme travail à faire. Alors, il y a des petites choses faites par-ci, par-là, mais globalement, il y a toujours une étape qui coince. Et là, je pense que les familles, les représentants d'associations qui sont là pourront en témoigner, mais nous aussi, en tant que soignants, on le sait. Hein. Alors, il faut identifier les besoins vraiment de la personne. Alors, il faut préparer un soin en amont, si possible, avec les gens qui connaissent bien la personne. Il faut chercher une meilleure parcours aussi pour que la personne aille directement au bon endroit, qu'on n'ait pas d'hésitation, qu'il ne traîne pas longtemps, etc. Planifier au mieux les actes. Il faut, si possible, avoir des dispositifs dans les situations d'urgence aussi. La formation des professionnels, ça on le sait. Il faut être vigilant que la personne elle-même ait une information adaptée à ses moyens de communication, qu'elle puisse donner son consentement ou son assentiment. Le rôle de la personne de confiance. Donc tout ça, ce sont des choses qui, quand on va vite, etc., on peut oublier, en tout cas qui sont compliquées. J'ai noté les conditions strictes de recours aux modalités de contention quand il y a des besoins de soins aussi. C'est une vraie question, effectivement. Et après, bien sûr, il y a toute la coordination, donc en amont du soin et en aval, derrière. On a cité le dispositif EMAOP tout à l'heure, qui est vraiment un dispositif hospitalier qui met vraiment en place des choses importantes pour les enfants. Sur Strasbourg, c'est compliqué quand l'enfant vient de très loin. La préparation est compliquée quand l'enfant vient de très loin. Les adultes et certains services ne sont encore pas dans le lien par rapport à ce travail-là. Donc, il y a vraiment des choses à faire. Je rappelle à nos correspondants de l'ARS, j'en profite, je suis désolée, il y a un petit projet innovant qui est toujours en cours dans vos bureaux pour essayer de faire du lien beaucoup entre les services hospitaliers et la famille, le domicile, les services médico-sociaux, pour essayer de répondre un petit peu à ces différentes étapes. Bon, je me suis un petit peu attardée dessus, mais c'est écrit dans les recommandations, hein, ce qu'il faut faire, donc maintenant, il faut le faire. Un petit point sur l'annonce. On en a parlé un petit peu au début, Anne en a parlé aussi sur les diagnostics. Alors, il n'y a pas de recommandation annonce du trouble du développement intellectuel en particulier. Après, les règles générales d'annonce d'une maladie grave ou autre chose sont les mêmes chez tout le monde. On retrouve dans la recommandation sur le repérage des troubles du neurodéveloppement quand même des précisions sur l'annonce quand on suspecte un trouble du neurodéveloppement. Les règles sont les mêmes et on l'a déjà dit plusieurs fois. Le fait de répéter les informations, ce qui est important, c'est que les différents professionnels qui vont rencontrer l'enfant, la personne adulte ou la famille puissent tenir le même discours. Donc, il faut s'harmoniser entre nous sur où on en est, ce qu'on explique. Et compte tenu de la trajectoire développementale, il y aura plusieurs temps, il y aura plusieurs niveaux. Pour terminer, bientraitance éthique. Bon, les règles, on les connaît tous. 2018, la première recommandation pour l'éthique dans les établissements. Le message principal, c'est d'avoir la possibilité de créer un espace collectif pour un établissement ou un réseau. Hein, ça peut être aussi appliqué dans un réseau de soins autrement, pour prendre du recul, remettre de la réflexion éthique. On est tous pris parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il y a de la routine, parce qu'il y a beaucoup de technicité. Et on peut en oublier certaines réflexions qui sont mais vraiment dans le quotidien de l'accompagnement des personnes avec TDI ou avec troubles sévères. Et
nos petites conclusions. Je te laisse la place. Voilà, juste un mot sur l'applicabilité des recommandations. Il y a un intérêt, c'est évident. Il y a des réalités de terrain aussi, qui sont très importantes, très lourdes. Et puis, il y a la nécessité d'inventer de nouvelles réponses. Mais je crois que c'est quelque chose qui a été déjà dit en préambule. Donc, il y aura peut-être des questions dessus. Voilà. Donc, en tout cas, je souhaitais remercier aussi toute l'équipe du CRTLA que je n'ai pas remercié. Le travail sur des recommandations dans une équipe, c'est quelque chose de fondamental. Et je voulais remercier vraiment cette équipe en particulier avec qui je travaille, mais aussi tous les collègues. Et je crois que tu as fait aussi ce gros travail et tu le fais dans ton établissement régulièrement. On vous remercie aussi d'avoir eu l'idée de nous faire parler de recommandations sur ce sujet. Merci beaucoup pour cette intervention vraiment passionnante. Et si, on n'a pas beaucoup de retard, c'est correct encore pour l'instant. Donc, j'ai le grand plaisir du coup de passer la parole au Dr Amélie Pétan, donc notre co-coordinatrice du Centre d'Excellence, et Dr Salima El-Chadadé, qui fait également partie de StraSanté, pour une revue sur quelque chose qui est beaucoup moins traité habituellement dans les recommandations. Ce sont des TND de causes rares et on va vous parler de ce que c'est, pour ceux qui ne savent pas, peut-être les protocoles nationaux des diagnostics et de soins. Merci déjà beaucoup pour les questions que vous avez posées. On va y revenir justement après la prochaine intervention. Donc, on va revenir sur toutes ces questions. C'est ça. Donc, bonjour à tous. Donc, on va vous faire une présentation à deux voix aujourd'hui pour parler un petit peu de génétique dans les TND. Donc, une voix de généticienne clinicienne et une voix de généticienne moléculaire. Et vous verrez au cours de la présentation, finalement, en quoi consistent ces deux métiers qui sont très complémentaires pour essayer justement d'identifier ces formes rares, ces formes génétiques rares de troubles du neurodéveloppement. Alors, juste, on va vous faire une toute petite introduction pour remettre un peu dans le contexte les facteurs génétiques dans les TND. Et en fait, l'idée, c'est de vous montrer quand suspecter une forme génétique rare de TND. Et puis, une fois qu'on a identifié cette forme, quelles sont les recommandations avec les PNDS qui existent. Alors déjà, comment... Ah oui, moi, j'avance pas, il faut que j'avance pas. Donc, si on considère les TND d'un point de vue neurobiologique, ça va être des conséquences de dérégulation qui vont affecter le développement et ou le fonctionnement du cerveau. Et donc, ces dérégulations peuvent être causées par les facteurs génétiques et les facteurs environnementaux. Donc, maintenant, il y a beaucoup d'études qui montrent l'importance de ces facteurs génétiques dans les TND. Alors, c'est des études de récurrence dans les familles, des études de jumeaux. Et donc, ce qu'on peut voir notamment, c'est que pour la plupart des TND, l'importance des facteurs génétiques a été clairement établie. Et ces facteurs génétiques, ils peuvent se caractériser de deux façons. Donc, ça peut être des facteurs, donc c'est ce qui est ici à droite dans la présentation, des formes complexes de TND, c'est-à-dire qu'on a des facteurs de risque génétiques qui contribuent à augmenter le risque de développer un TND. Et donc, si on accumule plusieurs facteurs de risque génétique plus des facteurs environnementaux, on peut développer un TND. Donc, si ces formes-là sont importantes pour la recherche, en fait, d'étudier au niveau génétique ces formes complexes, au niveau individuel, elles n'ont que peu d'impact, finalement, peu d'intérêt de connaître ces formes. En tout cas, il n'y a pas de bénéfice dans le parcours de soins à l'heure actuelle. Par contre, on va trouver à côté de ça des formes génétiques rares de TND qui, elles, vont être causées par une variation unique dans un gène, la variation génétique ayant un effet suffisamment fort pour conduire à des dérégulations au niveau du développement ou du fonctionnement du cerveau. Et donc, c'est ces formes-là dont on va vous parler aujourd'hui, qui sont finalement assez nombreuses parce qu'on connaît maintenant plus de 1700 gènes, donc sur les 25 000 gènes qu'on a dans notre génome, qui, quand ils sont mutés, vont causer une forme génétique de trouble du neurodéveloppement. Donc, parmi ces différentes formes, vous allez trouver différents modes de transmission. Et donc, c'est ce qu'on vous a représenté ici. Donc, vous savez peut-être tous que notre génome est présent. Donc, chaque gène de notre génome est présent normalement en 2 copies, donc sur une paire de chromosomes qu'on appelle homologues. Et donc, on va trouver des formes de transmission autosomique récessive, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir une mutation sur chacune des copies du gène pour conduire au TND. On trouve également des formes autosomiques dominantes. Donc là, il suffit qu'il y ait une copie qui soit mutée et pas l'autre pour conduire à un TND. Et souvent, cette mutation qui apparaît sur une des copies survient de novo, c'est-à-dire qu'elle est présente dans le génome de l'individu avec TND, mais pas dans le génome de ses parents. Et c'est ce qui contribue majoritairement à la plupart des cas de formes rares de TND.
Et puis la troisième possibilité, c'est qu'en fait, on est sur le chromosome X. Donc, je vous disais que tous les gènes sont présents en 2 copies, sauf pour les garçons, ceux qui sont sur le chromosome X, qui sont présents en une seule copie. Et donc, si cette copie est mutée, pour les gènes qui sont importants pour le développement ou le fonctionnement du cerveau, ça peut conduire à un TND. Et vous verrez avec ma collègue tout à l'heure que ces différents modes de transmission sont importants parce que ça ne va pas avoir le même impact sur le conseil génétique qu'on va pouvoir donner à la famille. Alors, si on revient un petit peu, donc nous, on va parler vraiment des formes rares de TND et c'est ça qu'on cherche dans le parcours de soins. Et donc, la première chose va avoir lieu lors de la consultation de génétique clinique. Donc, ma collègue, par exemple, va recevoir l'individu et sa famille et va pouvoir, à base d'observations cliniques et également de remonter à l'histoire familiale, voir si on peut suspecter une forme génétique rare de TND et du coup, si une prescription d'analyse génétique est recommandée. Si c'est le cas, un prélèvement sanguin va être réalisé qui va nous être envoyé donc au laboratoire, ici, que vous voyez sur la droite, où on va extraire l'ADN et puis analyser cet ADN et essayer de regarder si on peut trouver la variation génétique qui est responsable du TND. Et on va ensuite rendre le compte-rendu d'analyse génétique au clinicien généticien qui, lui, va le rendre à la famille. Donc ça, c'est ça le parcours de soins au niveau de la recherche en génétique. Alors, pour vous dire un mot sur le laboratoire de diagnostic génétique dans lequel on fait les investigations. Donc à Strasbourg, par exemple, et on a des laboratoires de génétique un peu sur l'ensemble du territoire, on est des laboratoires de biologie médicale, de référence, qui sont accrédités. Et donc, notre but est de trouver les causes génétiques responsables de différents troubles. Donc à Strasbourg, on travaille sur les troubles du neurodéveloppement, mais également sur des pathologies neurodégénératives, neuromusculaires ou neurosensorielles. Donc, on a des analyses qu'on va faire au niveau local. Donc, par exemple, on va rechercher le syndrome de l'X fragile. On va faire ce qu'on appelle une CGHRE, c'est qu'on regarde des bouts de génome en trop ou en moins chez des individus. Et on va faire également du séquençage au débit. Donc, on va vraiment lire les lettres de l'ADN en regardant des gènes qui sont connus pour être impliqués dans les TND ou en regardant l'ensemble des gènes. Depuis maintenant quelques années, on a également accès à ce qu'on appelle le séquençage de génome, c'est-à-dire qu'on va regarder l'intégralité des lettres du génome pour essayer de chercher la variation responsable. Et ça, c'est possible grâce au plan France Médecine Génomique, où on a 2 grandes plateformes de ces plateformes de Paris et à Lyon. Donc nous, on dépend de Lyon, c'est-à-dire que l'ADN va être envoyé à Lyon, va être séquencé sur leur gros séquenceur, que nous n'avons pas au laboratoire. Mais par contre, c'est nous, au laboratoire de Strasbourg, qui allons nous connecter à leur plateforme et essayer de trouver la mutation responsable de la cause rare de TND. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait cette analyse, donc on a 2 possibilités. Soit on a trouvé la mutation responsable de la cause rare de TND, donc on rend un résultat positif au généticien clinicien qui va le rendre à la famille. Et donc on a ce qu'on appelle un diagnostic génétique. Et ma collègue vous parlera de qu'est-ce que ça implique derrière pour les patients. Mais dans certains cas, on n'a pas trouvé la mutation responsable de la forme rare de TND, donc on ne trouve aucune variation génétique intéressante, ce qui n'exclut pas du tout la possibilité que ça soit quand même une forme rare de TND, mais qu'on n'ait pas trouvé la mutation responsable à l'heure actuelle de nos connaissances. Et donc, comme disait ma collègue tout à l'heure, peut-être on pourra revenir aux données du génome dans quelques années, et finalement les connaissances vont avoir évolué, et on trouvera cette fois-ci la mutation responsable. On a aussi des cas qui sont un petit peu problématiques où on trouve une variation, mais on n'a pas suffisamment d'arguments pour pouvoir vraiment conclure qu'elle est impliquée et quelle est la cause de ce TND rare. Et donc, on reste aussi avec un doute sur cette variation. Et donc, il faut faire des tests complémentaires pour pouvoir conclure. Donc, ce qui est important de retenir, c'est qu'au final, si on considère les résultats positifs, ça touche que 50% des patients qui ont une suspicion de cause rare de TND, et que dans 50% des cas, on ne trouve pas de variation responsable. On a un résultat non concluant, et donc on reste avec des patients qui vont avoir une errance diagnostique. Donc, ça reste quand même un chiffre assez important. Et pour vous juste vous montrer un exemple de la réanalyse en fait et de l'avancée des connaissances qui peut permettre de réduire cette errance diagnostique, c'est l'exemple d'un gène qui a été découvert, donc qui a été publié en début d'année 2024, en avril 2024, un nouveau gène impliqué dans une forme rare de trouble du neurodéveloppement. C'est un gène qu'on n'avait pas forcément regardé parce que c'est un gène un peu différent des autres et on n'analysait pas forcément ce genre de région du génome avant. Et puis, la publication d'une équipe qui montre que ce gène, en fait, est un nouveau gène de TND, elle nous a fait réanalyser finalement plein d'individus avec TND rares qui avaient eu un séquençage de génome. Et vous pouvez voir qu'on a trouvé, par exemple, au niveau français, au moins 100 individus avec TND qui présentaient exactement une mutation dans ce même gène.
Au niveau local, on en avait plus de 3 déjà de familles qui attendaient un résultat diagnostic génétique pendant plusieurs dizaines d'années. Voilà, je vais passer la parole à ma collègue qui va vous parler un petit peu des indications, donc dans quel cas on suspecte une forme génétique rare de TND et de l'implication de ce diagnostic. Merci Amélie. Alors, on va déjà parler des étiologies dans un premier temps. Alors, étiologie des TND, je vais un petit peu m'appesantir sur le TDI, trouble du développement intellectuel, parce que ça représente quand même la majorité des patients que nous recevons en consultation génétique. Alors, vous voyez que les causes sont multiples. Cette liste n'est pas exhaustive du tout. On va les lire dans le sens des aiguilles d'une montre, avec dans un premier temps les causes dites neuropédiatriques, qui elles-mêmes regroupent plusieurs groupes de pathologies, les maladies métaboliques, certaines malformations cérébrales, bien sûr les causes génétiques qui peuvent être chromosomiques ou géniques, les causes anténatales ou environnementales, lorsqu'il y a une exposition in utero du fœtus, par exemple à un virus, de l'alcool, un médicament, un toxique, ou lorsqu'il y a une maladie maternelle, les causes périnatales avec la grande prématurité, très grande prématurité, et puis les causes dites postnatales ou acquises, telles que une encéphalite, une noyade, un traumatisme crânien. Alors, quand suspecter finalement une forme rare génétique de TND? Alors, si je parle vraiment du TDI en soi, même isolé, on pourrait dire que ça suffit finalement à suspecter une origine génétique dès lors qu'il est inexpliqué, ce TDI. Mais dans la majorité des cas, en pratique, il est souvent associé à d'autres signes. Les signes, ça sera quoi? Ça peut être plusieurs autres TND, un ou d'autres TND, on l'a vu. Ça peut être des atteintes d'organes, on va en développer ça un petit peu après. Et puis, ces patients-là peuvent être amenés, être adressés effectivement en consultation génétique médicale, où on va être amené à rechercher éventuellement une cause génétique si ça nous paraît indiqué, avec les analyses qu'Amélie a précisées auparavant. La plupart du temps, actuellement, on fait encore cette stratégie diagnostique-là, qui est de rechercher un syndrome de l'X fragile par argument de fréquence, réaliser une CGH arrêt pour aller étudier l'ensemble des chromosomes et rechercher un fragment manquant, une délétion ou une duplication au niveau des chromosomes. Et puis, si ça c'est négatif, même si maintenant on est de plus en plus en train de le faire en première intention, on peut poursuivre par un séquençage au débit d'exome ou de génome qui là va permettre de regarder l'intégralité des gènes qu'on connaît chez l'homme. On ne les connaît pas tous, mais... Alors, un exemple, en pratique courante, un patient qui a un trouble du développement intellectuel et qui s'associe à un trouble du spectre de l'autisme, peut-être une microcéphalie, un tour de tête diminué, un strabisme ou autre chose, et on peut être amené à voir ces patients à initier, si les parents le souhaitent, une analyse génétique. Alors, où est-ce que nous recevons les patients pour cela? À l'IGMA, l'Institut de génétique médicale d'Alsace, qui est situé dans ce beau bâtiment, là, le CRBS, près de l'hôpital civil. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de vous mettre une petite photo, hein. On est fiers de nos locaux avec ces petites maisonnettes dans nos salles d'attente, dans lesquelles les patients aiment bien, enfants en tout cas, mais pas toujours, s'y installer. Puis on a parfois du mal à les extirper d'ailleurs pour aller en consultation. Et puis à droite, vous voyez qu'on a des box qui sont quand même larges, assez vastes. On a cette chance-là. On a pu installer des tables, comme vous voyez, qui sont larges, qui permettent d'accueillir parfois une famille entière ou une fratrie. Et puis on a des enfants qui bougent beaucoup en consultation chez nous. Et donc on a, vous le voyez, des angles très doux et arrondis, ce qui permet de tranquilliser les parents et de se focaliser un peu plus facilement sur ce qu'on est en train d'expliquer. Et le docteur est aussi parfois tranquillisé aussi, je dois dire, dans cette situation-là. Alors, l'IGMA, l'Institut de génétique médicale d'Alsace, va regrouper 3 centres de référence. Un centre de référence qui s'appelle les anomalies du développement et les syndromes malformatifs. Un centre de référence pour les déficiences intellectuelles de cause rare que je coordonne sous l'égide de la filière déficience, et puis un centre de référence des affections rares en génétique ophtalmologique. En pratique, nous voyons tout type de patients chez lesquels une maladie génétique est suspectée dès lors qu'il ne s'agit pas d'oncogénétique. Alors, quels patients sont adressés en consultation génétique? On a dit, j'ai parlé surtout du TDI, effectivement. L'idée, c'est de se dire que les patients qui présentent un ou plusieurs TND peuvent être amenés à nous consulter, mais le plus fréquemment, effectivement, il y a plusieurs formes de TND qui sont entremêlées. Ce TDI, il est rarement isolé. Il est rarement isolé et la plupart du temps, il s'associe effectivement à toute une panoplie de signes. Il y a effectivement les TND, mais pas que. Pareil, dans le sens des aiguilles d'une montre, le pointeur n'est pas forcément très visible. Vous verrez que des patients peuvent présenter de manière très variable des particularités morphologiques au niveau du visage, des malformations qui peuvent être très variées aussi, des extrémités, des organes génitaux externes, un tour de tête augmenté ou diminué, des anomalies cutanées. Il peut y avoir une épilepsie, des troubles du sommeil, des anomalies somatiques, pareil, très diverses, rénales, cardiaques ou autres, osseuses. Et puis
puis des troubles neurosensoriels, une diminution de l'audition, un trouble de la vision. Tout ça pour dire qu'il y a de très nombreux syndromes rares. On a parlé de 1700 gènes de TDI. Un gène peut être impliqué dans plusieurs syndromes, donc ça vous donne une idée effectivement de la complexité au niveau diagnostic. La consultation de génétique, elle n'arrive pas en première ligne. Le plus souvent, on en a parlé tout à l'heure, en troisième, même quatrième ligne, parce qu'il faut déjà qu'il y ait certaines questions qui émergent finalement pour arriver jusque-là. Les principales questions, elles sont là. Ça peut être la situation d'un patient, une patiente qui a un TDI inexpliqué, bien sûr, et plus ou moins d'autres signes cliniques. Et on se pose la question, que ce soit la famille, les professionnels de santé, l'ensemble des personnes qui s'occupent de cet enfant, est-ce qu'il y a une origine génétique sous-jacente qui explique ça? Ça peut être une situation d'un individu qui nous dit que finalement dans sa famille, il y a plusieurs cas de personnes avec un TDI et cette personne aimerait bien, cet individu aimerait bien en savoir plus. Il y a aussi une situation un peu plus précise de demande de conseil génétique où finalement il peut y avoir une mutation déjà identifiée dans la famille. Soit une personne qui vient nous voir et qui souhaiterait savoir si elle a un risque de développer cette maladie-là, est-ce qu'elle a un risque de la transmettre à sa descendance, ou une autre situation très concrète et fréquente dans nos consultations, une maladie génétique qui est déjà identifiée chez un premier enfant et un couple qui a soit un projet de grossesse, soit même une grossesse déjà en cours et qui se pose la question du risque de récidive pour ce futur enfant et est-ce qu'on peut éviter ce risque. Donc l'analyse génétique, je parle surtout du premier cas d'un patient qui vient avec cette question-là, cette analyse elle n'est pas systématique, on ne la fait pas toujours à l'issue de la consultation. Tout va dépendre de plusieurs paramètres, évidemment l'examen clinique, l'anamnèse, comme toujours, l'histoire familiale, et puis surtout la demande parentale. C'est pour ça que je l'ai mis en grain, c'est vraiment très, très important. On fera cette analyse s'il y a une demande parentale, c'est absolument pas systématique. Alors l'intérêt du diagnostic étiologique, les intérêts, il y en a plusieurs, je vais bien sûr les résumer par manque de temps. L'un des premiers, c'est diminuer l'errance diagnostique. Nommer la maladie rare, c'est d'importance majeure pour les familles. Je vais prendre l'exemple un petit peu particulier parmi d'autres d'une mutation dans un gène qui s'appelle EHMT1, peu importe, ils ont tous des noms bizarres, nos gènes, qui est responsable d'un syndrome très rare qu'on appelle le syndrome de Kleefstra, qui est caractérisé par un TDI, le plus souvent modéré à sévère, des particularités dans la morphologie du visage, comme vous pouvez le voir, et des particularités comportementales parfois. Peuvent s'y associer aussi des malformations. Alors vous pouvez me dire quel est l'intérêt finalement pour la famille d'obtenir un diagnostic en dehors d'avoir un nom imprononçable finalement sur la pathologie que présente leur enfant. Eh bien en premier lieu c'est surtout la fin d'une longue odyssée. Une longue odyssée qui d'errance, qui peut parfois durer plus de 10 ans, voire même plus de 30 ans, j'ai déjà vu, et des parents qui se disent pendant 30 ans, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'elle a que les autres n'ont pas? Qu'est-ce qui fait que mon enfant est si différent? Et puis, un sentiment de déculpabilisation, c'est vraiment ce que disent les parents, ce qu'ils expriment beaucoup, c'est le soulagement. On m'a enlevé ce poids de la culpabilité. Pourquoi? Parce qu'ils disent, enfin, je peux dire maintenant, ça n'est pas de ma faute, ça n'est pas de notre faute. Alors, il faut l'entendre, ça nous paraît évident en tant que soignant, mais il faut l'entendre au sens, ça n'est pas de notre faute, on n'a rien fait finalement qui ait pu entraîner cette maladie chez notre enfant, sous-entendu parfois pendant la grossesse. C'est souvent quelque chose qui est dans l'esprit des gens, notamment des mamans, donc il faut vraiment en tenir compte. Et puis, le conseil génétique, bien sûr, de la personne atteinte et de ses apparentés. Dans le cas particulier du syndrome de Kleefstra, vous voyez en noir l'individu qui est atteint. On a mis un petit plus pour montrer qu'il a une mutation et au-dessus, les parents n'en sont pas porteurs. Ça permet de tordre le cou à une idée reçue assez fréquente qui est de se dire une maladie génétique, très probablement, et la plupart du temps, c'est transmis, c'est hérité. Ce qui en fait n'est pas le cas. Et notamment pour les troubles du neurodéveloppement, ils sont majoritairement sur un mode de transmission dit autosomique dominant et avec le plus souvent une mutation qui n'est pas transmise. Elle n'est pas transmise par les parents, on dit qu'elle est de novo, comme vous le voyez ici, je vais tenter le pointeur. Vous voyez l'individu qui est là, enfin l'enfant, on va dire, qui est là, qui a sa mutation, et on ne la retrouve pas chez les parents. Donc cette mutation-là n'étant pas chez les parents, le risque de récidive pour une autre grossesse est très faible. Il n'est pas nul, on dit empiriquement qu'il est entre 1 et 3%, mais il est très faible. Oh, pardon, je suis allée un peu vite. Un autre exemple, je vais aller un peu vite, de conseil génétique pour illustrer un petit peu ça, parce que je trouve que c'est toujours plus parlant. Le cas d'un enfant, garçon aussi cette fois-ci, vous voyez qu'il n'y a pas d'antécédent non plus dans la famille. Premier enfant, des parents qui vont bien, une grossesse qui se passe normalement, tout comme la naissance. Et puis les premiers mois de vie, les premières inquiétudes surviennent. Il y a une hypotonie globale, des difficultés alimentaires chez cet enfant. Et puis il commence à s'infecter, à faire des infections respiratoires qui se répètent. On ne trouve pas de germes. Il a une constipation chronique très importante. Et il évolue vers un retard de développement global avec
une déficience intellectuelle importante, voire même sévère, et une épilepsie qui survient et qui est pharmacorésistante. Il y a bien sûr tout un bilan étiologique, l'imagerie, des biologies diverses et variées qui ne montrent rien de bien spécifique. Et donc une analyse génétique est faite et chez cet enfant, on diagnostique une duplication de la région terminale d'un des deux chromosomes X qui est là. Enfin, en l'occurrence, il n'en a qu'un, mais c'est pour l'illustrer. Une duplication terminale du chromosome X, on appelle ça une duplication XQ de 8, peu importe, qui implique le gène qui s'appelle MECP2. Et ce syndrome-là, finalement, non seulement ça permet d'expliquer ce diagnostic, ce qu'a cet enfant-là, mais surtout, ça nous permet aussi de donner un conseil génétique à cette famille. Cette fois-ci, on est sur un mode de transmission du chromosome X, vous l'avez compris, et dans ce cas particulier, je vous le redis, les garçons ont un seul X, les femmes en ont deux, dans ce cas particulier, la mutation est héritée de sa maman. Et la plupart du temps, les femmes, elles sont dites conductrices, mais elles n'ont pas de symptômes. Elles sont conductrices asymptomatiques, donc pas moyen de savoir, bien sûr, que cette dame était porteuse de ça. Et ça induit un risque de récidive, c'est ça qui est important à comprendre, pour une future grossesse, un risque de 50% pour un futur garçon. Alors la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'un diagnostic prénatal est du coup possible, on peut le proposer à ce couple-là pour une autre grossesse. Et puis, ça permettra de dépister les autres personnes dans la famille qui le souhaitent. Évidemment, c'est absolument pas une obligation, mais parfois, on voit comme ça arriver les autres apparentés de la famille, parce qu'en interrogeant un petit peu plus, finalement, on s'aperçoit, si, quand on y réfléchit, il y a d'autres personnes, parfois une arrière-grand-tante, qui a décrit qu'elle avait un enfant qui avait un retard intellectuel, parfois des décès à la naissance, et on ne sait pas toujours en premier abord, et parfois c'est après qu'on obtient ces informations, et donc on peut dépister des femmes à risque ici. Alors, un autre intérêt, je prends toujours ce cas-là, c'est d'améliorer la prise en charge du patient, très humblement. La génétique est parfois décevante. Là, c'est l'exemple d'un enfant qui a une forme sévère. Et le fait d'avoir un diagnostic assez rapidement, finalement, on ne va pas l'embêter plus. On va éviter certains examens qui sont invasifs et douloureux, comme une biopsie ou une ponction lombaire. Accompagner, orienter les familles, bien sûr, leur permettre de communiquer entre elles via les associations de patients et partager leurs expériences, parfois entraîner des rassemblements. Donc ça nous aide énormément. Et puis, je vais aller très vite sur la dernière, qui est effectivement d'affiner le pronostic. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, il y a un spectre phénotypique dans certains syndromes, et le fait d'avoir un diagnostic ne nous permet pas de prédire la course développementale de l'enfant. C'est lui qui va nous guider. Dans certains cas, ça permet d'adapter la surveillance médicale, s'il y a un trouble de l'audition, par exemple, qui est fréquent, de guider le traitement, mais ça, c'est surtout pour les épilepsies génétiques, j'ai envie de dire, et puis d'évoquer certaines stratégies de prise en charge, notamment un programme éducatif. Alors du coup, juste un mot sur les PNDS, puisque quelles sont les recommandations une fois qu'on a identifié finalement la forme rare de TND. Donc ce qu'on peut faire généralement, c'est que, alors ce sont des formes rares, mais on va quand même trouver de plus en plus d'individus qui sont porteurs de mutations dans le même gène, et ça nous permet du coup de comparer qu'est-ce qu'ils vont partager, donc en termes de manifestations neurodéveloppementales, mais aussi par exemple des choses qui vont toucher d'autres organes. Donc là, vous pouvez voir pour le syndrome d'Irkara, finalement, qu'on va trouver effectivement un trouble du développement intellectuel, une microcéphalie, des anomalies au niveau IRM, au niveau cérébral, mais on va trouver aussi des choses qui vont toucher la peau, avec une peau fine, translucide, les cheveux, des troubles de l'alimentation, etc. Donc on va réunir toutes ces informations pour définir cliniquement cette forme rare de TND, et donc au niveau du trouble du neurodéveloppement, mais au niveau aussi des signes associés. Et donc ça va nous être utile pour rédiger ce qu'on appelle les protocoles nationaux de diagnostic et de soins, donc qui sont vraiment des guides qui sont rédigés par des experts des centres de référence maladies rares, des experts du gène en question. Donc par exemple, ma collègue, elle a participé à la rédaction du PNDS, de la DUP-MECP2 dont elle vous a parlé. Moi, de mon côté, j'ai participé à celui du syndrome d'Irkara, qui est un des gènes dont je suis référente. Et donc l'idée, c'est d'agréger comme ça des personnes expertes qui vont pouvoir un petit peu établir des recommandations de prise en charge et de diagnostic et thérapeutique pour cette forme rare de TND, même si elle ne touche que 50 individus, par exemple en France, pour certaines. Donc ça va décrire le parcours de soins d'un patient qui est atteint d'une forme rare donnée. Et l'idée, c'est vraiment d'optimiser et d'harmoniser la prise en charge et le suivi au niveau national. Donc on a maintenant à peu près plus de 300 PNDS, donc 361 je crois, toutes maladies rares confondues, qui sont donc disponibles sur le site de la HAS, et on en a à peu près une soixantaine pour des formes rares de troubles du neurodéveloppement qui ont été établies soit via la filière déficience, soit via la filière de santé handicap, qui sont les deux filières qui prennent en charge ces troubles du neurodéveloppement. Et vous pouvez trouver la liste également sur le site des filières. Donc là, on vous a juste montré... Ah, je suis désolée, j'ai pas avancé.
On vous a juste montré les différents PNDS qui ont été établis par la filière déficience sur des formes rares de troubles du neurodéveloppement. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ces PNDS? On trouve 3 types de documents. Le premier, c'est l'argumentaire. Ça reprend un peu toutes les informations sur la recherche documentaire qui ont été faites par les experts, les références des articles, la liste des participants au PNDS. Et puis, on trouve ensuite une fiche de synthèse pour le médecin traitant. L'idée, c'est de résumer en 3 pages la forme rare de TND ou de maladie rare, du diagnostic à la prise en charge avec toutes les informations utiles, par exemple s'il y a des associations de patients qui existent, etc. Et puis enfin, il y a le corps du texte du document PNDS qui fait à peu près une 50aine de pages et qui va vraiment reprendre toutes les informations, décrire le gène impliqué, les mutations génétiques, la description du syndrome génétique, comment on le diagnostique, l'évaluation initiale en termes de quels sont les examens finalement qui sont faits pour rechercher les signes associés, le conseil génétique, et puis la prise en charge recommandée, c'est-à-dire quel professionnel, à quelle fréquence, et donc d'avoir comme ça un tableau de suivi et d'insister un peu sur les points de surveillance qui vont être spécifiques à certaines formes rares de troubles du neurodéveloppement. Alors, on vous a présenté ici 2 exemples finalement de ce qu'on peut trouver à l'intérieur d'un PNDS, donc un PNDS du syndrome de Rubinstein-Teby et un autre du syndrome d'Irkaya, et vous pouvez voir que vous trouvez à l'intérieur à la fois des choses qui vont s'appliquer finalement à tous les troubles du neurodéveloppement, comme une intervention, un suivi au niveau de la psychomotricité, de l'orthophonie, une aide éducationnelle. Mais on va aussi trouver des choses plus spécifiques pour la forme rare, comme par exemple l'orthoptie pour des formes où il va y avoir des anomalies au niveau visuel, l'endocrinologie parce que ce syndrome, par exemple, il y a un retard de croissance important, etc. etc. Donc l'idée, c'est vraiment de résumer pour l'ensemble de ces formes rares toute l'information dont on a besoin. Donc, en tous les cas, pour résumer, de toute façon, la prise en charge des patients est multidisciplinaire et c'est ça qui est vraiment très important. Et alors, en conclusion, juste pour vous dire l'importance des facteurs génétiques dans les troubles du neurodéveloppement, qu'une analyse génétique est recommandée pour certains TND, mais pas tous, et le regard du clinicien généticien est très important pour savoir dans quel cas finalement recommander une analyse génétique. L'absence de recommandation d'analyse génétique, donc l'absence d'une suspicion de forme rare, ne veut pas dire qu'il n'y a pas de facteur génétique impliqué, et ça c'est vraiment très important. Et puis pour les formes pour lesquelles on va pouvoir aller plus loin et identifier une forme génétique, en fait on a une prise en charge qui est adaptée. Alors il n'y a pas des PNDS pour toutes les formes rares, parce qu'on a parlé tout à l'heure de 1700 gènes, et je vous ai dit qu'il n'y en a que 60 pour lequel on a un PNDS établi. Donc ça progresse, mais après, il y a des choses qui peuvent aussi servir. Donc par exemple, on parlait du PNDS polyhandicap, qui va finalement servir pour plusieurs formes rares de TND. Pour finir, c'est mon dernier mot. Donc l'absence d'identification de cause génétique ne veut pas dire qu'il n'y a pas de forme rare, et ça c'est très important. Et puis alors là, je vais juste finir avec ma casquette de chercheuse. En fait, c'est très important d'identifier ces formes rares et ces gènes impliqués, parce que ça nous ouvre la porte à l'étude de pourquoi finalement quand ce gène est dérégulé ou quand ce gène est muté, ça va affecter le développement du cerveau et le fonctionnement du cerveau. Donc ça pourra ouvrir également la porte à des perspectives thérapeutiques pour certaines formes rares de TND dans le futur. Voilà, on a été longue, on vous remercie. Merci. Merci. Alors, on a pris des questions qui étaient sur le chat. Alors, il y a une sélection un peu arbitraire. J'ai essayé de regrouper un certain nombre de choses. On en discutait avec Maryse Péressin. On essaiera de répondre à un certain nombre de questions, peut-être ultérieurement, parce qu'elles étaient relativement intéressantes. Madame Trabant, allez-y, venez aussi. Alors, j'ai pour Dr Weibel une question sur le TDAH et en particulier le traitement à la Ritaline, évidemment. L'efficacité du traitement lorsqu'il y a un TSA associé au TDAH. Alors, il y a des données assez contradictoires, et peut-être parce que dans les études, il y a peut-être une précision. Enfin, il y a des symptômes attentionnels parfois qui sont liés vraiment au mécanisme du TDAH, qui est l'instabilité attentionnelle, et parfois c'est mélangé parce que les critères sont parfois trop cliniques à des caractéristiques qui sont peut-être la distractibilité dans l'autisme. Et donc, il y a des données qui disent OK, ça marche aussi bien, et des données qui disent ça marche un peu moins bien. Mais je pense qu'il y a souvent des questions d'évaluation qui sont peut-être un peu imprécises. Voilà. Mais ça vaut le coup de l'essayer en tout cas et de regarder avec la personne les objectifs qui sont attendus. Une deuxième question sur le traitement qui là a trait à la première prescription de Ritaline qui pourrait être faite par un médecin généraliste. Alors c'est une question assez effectivement qui est évoquée dans les recommandations, tout en étant
finalement un peu en conflit avec d'autres types de réglementations qui sont celles de la NSM, c'est-à-dire comment les médicaments peuvent être donnés. Donc il y a des choses qui sont notées sur un médecin formé ou spécialisé pour le TDAH, avec une forme d'ouverture volontaire à quelque chose d'un peu flou, parce que en fait, c'est d'autres instances de régulation qui vont intervenir, notamment la NSM. Donc il y a des travaux qui sont en cours, notamment avec le Collège de médecine générale, pour préciser quelle serait la formation nécessaire pour qu'un médecin généraliste soit spécialisé pour le TDAH. Mais il y a probablement un rôle important dans le futur. Ça bougera, on le saura plus bientôt. Carmen, du coup. Il y avait plusieurs questions, mais alors une première, parce qu'on en avait justement discuté hier, et puis on en a aussi un peu parlé en lien avec le TDAH. Le trouble oppositionnel avec provocation, donc le TOP, est-il un trouble du neurodéveloppement? La réponse est assez simple au prime abord. Ça serait plutôt non. Ce n'est pas un trouble du neurodéveloppement. C'est un trouble plutôt dans le champ peut-être pédopsychiatrique, mais il est très fréquemment associé à des troubles du neurodéveloppement. Donc, si on a un enfant qui présente avec un TOP, on va prime abord chercher un TDAH associé, et c'est très fréquente cette association. Et à ce moment-là, on sait que le traitement et la prise en charge adaptée du TDAH va très nettement améliorer aussi le trouble oppositionnel avec provocation. Il est aussi important à comprendre que dans les deux cas, il y a des interventions qui fonctionnent extrêmement bien. Et là, on a obtenu des financements ARS régional et on remercie vraiment pour la mise en place de stratégies de premier niveau. Tu les as citées, Incredible Years par exemple, qui sont un soutien à la parentalité face à ces situations. Et après, ça va sur des prises en charge beaucoup plus spécifiques et intensives. En tout cas, ça va nous permettre de graduer la prise en charge dans ce domaine-là. J'aurais encore une question sur la question des diagnostics. Il y avait sans doute eu l'évocation du haut potentiel intellectuel à un moment donné. Est-ce que le haut potentiel intellectuel est un diagnostic, un trouble du neurodéveloppement? Et j'en profite, on a, je ne sais pas qui veut répondre du même coup, sachant qu'on aura sans doute bientôt en replay sur le Strassen la HPI et TND. Effectivement, le terme d'HPI n'est pas une pathologie en soi, mais il y a une association possible à des TND, les troubles développementaux de la coordination, dyslexie, et il ne faut pas les oublier, TDAH aussi, il ne faut pas les oublier. Mais faire de l'HPI une maladie, non. Clairement non. Effectivement, et globalement, quand on regarde sur la littérature non biaisée sur l'HPI, en population générale, c'est plutôt associé à une meilleure réussite scolaire, universitaire, etc. Dans l'ensemble. Mais si c'est associé à un TND, ça colore le TND de manière un peu spécifique et nécessite d'être prise en compte. Merci. Alors, il y a plusieurs questions. C'est moi qui vais me faire taper sur les doigts après par Maryse Pérez. Alors, une différence entre TSLO et TDL. Alors, j'en profite. Alors, c'était écrit comme ça, mais voilà. Tout à l'heure, on parlait de ces acronymes. Une chose que je fais régulièrement en cours, quand je travaille avec mes étudiants, futurs psychologues ou futurs enseignants, c'est que je fais une vignette clinique en français, mais c'est comme si vous arriviez au Québec et vous êtes parent d'un enfant qui présente un trouble du neurodéveloppement. Et là, c'est les acronymes québécois, parce qu'il n'y a pas que nous, sur les acronymes, ils sont très forts aussi. Et là, vous, comme professionnel, vous êtes perdu très vite. Et c'est comme ça aussi qu'on perd les parents en finalement utilisant beaucoup ces acronymes et notre jargon. Alors, effectivement, la question est un peu différente si c'est TSLO et TDL. Il faut dire que de la dysphasie, on est passé au trouble spécifique du langage oral, puis au trouble développemental du langage. Alors, c'est peut-être ce que voulait dire la personne. Sinon, moi, ce que je voulais dire, c'est que le trouble développemental du langage peut être associé à un trouble spécifique du langage écrit, qui peut venir ensuite. Ça, c'est assez fréquent, mais plutôt avec des troubles de la compréhension, d'ailleurs. Voilà. Alors, en fonction de la question, on va dire que l'un peut évoluer vers l'autre, ou bien c'est une histoire d'antériorité, d'appellation. Donc il y avait cette question aussi qui est revenue à plusieurs reprises sur le lien entre troubles des apprentissages et troubles du développement intellectuel. Est-ce qu'on peut avoir des troubles des apprentissages et un trouble du développement intellectuel? Alors là encore, on est dans une difficulté d'apprentissage, parfois globale, parfois prédominant sur tout ce qui est logico-mathématique, et qui va révéler un trouble du développement intellectuel. C'est là qu'on aura besoin du bilan psychologique. Mais la difficulté d'apprentissage n'est pas un trouble spécifique d'apprentissage. C'est le symptôme du trouble du développement intellectuel. Si c'est clair.
je reprends parce que j'ai pris quelques notes. Alors peut-être à nos collègues. Alors, en fait, c'est en lien entre troubles du développement intellectuel, polyhandicap. Excusez-moi. Je me suis emmêlé les crayons. C'est une autre question. Alors, est-ce qu'il y a des recommandations médicamenteuses qu'on peut faire dans le cas de diagnostic génétique pour apaiser les patients qui présentent, je suppose, des troubles du comportement? C'est une question entre le lien recommandation médicamenteuse en lien avec le diagnostic ciblé, en lien avec le diagnostic génétique. Voilà, je ne serais pas la meilleure personne pour répondre. Anne saurait mieux répondre, ou même Carmen. Mais effectivement, le traitement, la plupart du temps, nous ne les prescrivons pas, mais les patients ont des traitements qui sont le plus souvent symptomatiques. Mais vous voulez peut-être parler du cas particulier. Il y a des cas particuliers de maladies métaboliques à l'origine de troubles du développement intellectuel qui, elles, vont nécessiter un traitement très spécifique, parfois diététique ou médicamenteux, mais c'est extrêmement rare. Et puis des épilepsies vitaminosensibles avec des traitements ou des épilepsies génétiques qui vont nécessiter un traitement spécifique. C'est un grand espoir qu'on a eu. On est un petit peu plus modeste actuellement, mais il y a certains cas. Pour le comportement, j'allais dire que pour le comportement, on n'a pas de recommandation de prise en charge différente en fonction d'un diagnostic qui aurait été posé ou pas. On reste quand même très symptomatique et en fonction de l'ensemble du profil de la personne. Il y a des études de recherche en cours. Voilà, les gens s'y intéressent, mais tu peux... Alors, non, c'était juste pour dire qu'il y a effectivement des formes génétiques rares où les troubles du comportement sont premier plan, mais il y a pas, le médicament n'est pas forcément adapté à cette forme génétique. Mais effectivement, on a vraiment des grandes différences sur les troubles du comportement et leur prévalence dans les formes génétiques rares. On serait tous intervenus. Et aussi pour vous dire, par contre, ce qu'on peut remarquer en fonction du nombre de TND de causes rares, notamment qu'on a chez un patient, on a parfois des réactions atypiques à des traitements médicamenteux. Et peut-être ça allait dans ce sens-là. Et là, il y a maintenant effectivement pas mal de pistes qui émergent. Ce n'est pas encore tout à fait au point, mais de doser certaines enzymes du foie qui métabolisent notamment les médicaments et peut-être pouvoir mieux ajuster si on trouve ces réactions atypiques par rapport aux molécules qu'on prescrit. Donc ça c'est une piste pour le futur. Mais définie date, même la mélatonine, neuroleptique, etc. Donc ça c'est une piste. Identifier, c'est rajouté au PNDS. Exactement. Merci. Alors encore sur les syndromes génétiques. Alors je pense que là vous êtes plusieurs aussi à pouvoir répondre. Peut-on parler de troubles du neurodéveloppement quand il y a un syndrome génétique et qu'on nous dit finalement on nous dit, je suppose, aux familles, alors que finalement la symptomatologie, c'est la conséquence du génétique et pas un TND en lui-même. L'associé. Alors là, je peux peut-être répondre sur les formes complexes versus les formes rares. Ce que on a essayé de vous montrer, c'est qu'en fait, pour l'ensemble des troubles du neurodéveloppement, il y a des facteurs génétiques qui peuvent être impliqués. Donc même pour des formes où on n'a pas, qui ne sont pas des formes génétiques rares, on sait qu'il y a des facteurs génétiques qui peuvent augmenter le risque de développer ce TND. Donc on ne peut vraiment pas opposer ces formes rares finalement aux autres, en tout cas à ce niveau-là. Donc c'est clairement des troubles du neurodéveloppement, soit causés par une mutation dans un gène qui a un effet suffisamment fort pour à elle seule être responsable de ce TND, soit c'est des petits facteurs de risque génétiques et environnementaux qui vont s'accumuler pour causer le TND. Et la proportion peut varier en fonction des TND. Non, mais c'est vrai que c'est une question importante qui revient souvent. On me dit, finalement, vous me dites que c'est tel syndrome. Ça veut dire qu'il n'a pas un trouble du spectre de l'autisme, mais il n'a pas un TDI alors. C'est vraiment une question voilà, qu'on nous pose. Non, la génétique, elle vient mettre en lumière finalement quelque chose qui est là depuis toujours, depuis que l'enfant est un embryon finalement. Et ça a toujours été là. Il a développé son TND, son TDI. Il aurait pu d'ailleurs ne pas avoir de mutation identifiée. Donc la génétique, elle est là, mais ça ne remet pas en cause ni en question le diagnostic de TND ou de TDI. Oui, il y a une vraie précision à faire sur le diagnostic fonctionnel TND. On évalue, il y a un niveau de TDI, il y a un TDAH associé, et le diagnostic étiologique. Et c'est encore très confus dans la tête des parents, notamment quand il n'y a pas d'identification génétique. Quand tu parlais d'errance diagnostique, les parents reviennent nous voir en disant « tout va bien ». Il n'a pas de TSA, il n'a pas de TDI, il n'y a pas de gène qui a été trouvé. Donc c'est là qu'il faut qu'on soit tous harmonisés dans notre information, et je conçois que c'est compliqué en disant attention,
et un diagnostic fonctionnel. Et c'est là qu'on va aider l'enfant sur ses difficultés. Et la cause, on la trouvera peut-être. Voilà. Peut-être c'est l'occasion aussi de dire on va mettre toutes nos présentations à disposition via le site de l'ARS Grand Est, aussi via le site de notre centre d'excellence. Et vous pouvez peut-être aussi utiliser certains des diapositives pour les montrer aux parents et notamment la précision sur les différents niveaux de diagnostic parce que ça rend parfois les choses plus claires. Donc, de ce que tu disais tout à l'heure. Merci. Alors, vous voyez, plusieurs personnes peuvent répondre aux questions. Voilà, ça nous anime. Alors, même moi, je me retiens de répondre à certaines des questions pour la partie plus SHS, mais ça vous traduit aussi la question de l'interdisciplinarité et de son importance de la recherche fondamentale à la recherche clinique et à la clinique. Alors, j'ai une question pour l'ARS, je les ai estampillées comme ça, mes questions. Il y a plusieurs questions. Une première question, c'est pour le TDI et le polyhandicap, est-ce qu'en dehors de handigynéco et handident, est-ce que l'ARS prévoit d'autres dispositifs qui sont a priori plus spécifiques? Alors, ça fait partie des sujets qu'on peut effectivement porter. Ensuite, vous savez que l'ARS décline une politique publique qui donc est associée à un cadre et à des financements dédiés. Handigynéco, ça démarre tout juste. Donc là, on est encore dans la période de formation des sages-femmes qui vont sensibilisation au handicap, qui vont intervenir dans les foyers d'accueil médicalisés et les maisons d'accueil spécialisées. Et on va déjà démarrer, faire en sorte que ça irrigue, puisqu'on a à peu près entre 200 et 300, j'ai plus les chiffres en tête, mais entre femmes et masses sur toute la région. Et déjà qu'on cible toutes les femmes et les hommes, puisqu'on a aussi des ateliers de sensibilisation aux violences sexuelles notamment, qui peuvent toucher les deux sexes, qu'on doit déployer. Et puis après, on verra, mais step by step. J'ai une petite dernière question. Alors, c'est en lien avec les MDPH. Alors, je vous l'adresse. À quand une formation pour les personnes des MDPH qui interviennent sur les dossiers des personnes qui sollicitent? Oui, je me suis dit que pour avant la pause déjeuner, une petite question comme ça, voilà. Donc le brouhaha de la salle, voilà, l'ARS n'est pas la MDPH. Par contre, on travaille évidemment en étroite relation, notamment sur des sujets très complexes et parfois TND. Et ce que je me propose de faire, c'est de relayer ce sujet-là et peut-être de co-construire ensemble, y compris avec StrassND ou avec les CRA, une journée de recommandations, de piqûres de rappel, si vous me passez l'expression, pour les personnes qui étudient les dossiers MDPH. Merci. Alors, de toute façon, la session sur la question des formations, ce sera cet après-midi. Merci à tous et toutes.